On fait pas, Voilà, on moi, fait je pas lance le pas de blabla. robot. On a été acquitté du blabla. On va Directement. Donc, où est-ce qu'on est? On est berge ici. Et maintenant, où est-ce qu'on est? On est Chet, on est Berchichi, Mishnah Chet. On avait fait. On n'est pas page Resh même Chet. Regardez, parce que j'ai encore des messages. Bon, j'arrête. Voilà. Excusez-moi. Ouais, on y va. Ok, ok. Alright, donc on va voir. Le but, c'est d'essayer d'arriver à terminer avant qu'ils reviennent, si possible. Ouais, c'est assez long, hein. Ah, quoique. Ah non, c'est parce qu'il y a plein de notes, c'est tout. Ah oui. Donc, c'est toujours cette histoire-là, en fait, de sur quoi le monde. Donc, je vous dis quand même, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est-à-dire moi, par exemple, c'est donc Père Chichi, Père Kret et Amoud Resh, même Kret dans le Haute-Saad du Moran et Oshai. Donc, en fait, c'est encore sur l'histoire sur quoi le monde tient, et avec l'histoire donc des colonnes, des montagnes et tout ça. Bref. Donc, maintenant, il essaie d'expliquer encore maintenant cette histoire des 12 colonnes. Donc, les sages disent, Al-Yudbet Amudim, ça veut dire que le monde il tient sur 12 colonnes. Biozek, l'explication de ça, qui arrête sur Medet Al-Yudbet Amudim, que la terre elle tient sur 12 colonnes, Yudbet Shvatim, et c'est les 12 tribus. Mugdemai Tekra, comme on ramène un verset, Yatsef Gevulot Amim, les Mispar Bene Israël. Ça veut dire qu'il fait dresser les frontières des nations, les Mispar Bene Israël, suivant le nombre des enfants d'Israël. Ok, dans le sens où ça veut dire comme ça veut dire bien que, c'est-à-dire il y a 70 nations, on avait vu que c'était pas divisible en fait. Je me rappelle plus comment on est arrivé à 70, c'est sûr, j'avais pas y croire. Si tu divises 70 par 5. Si, c'est 14 et 7, quoi. 10 fois 7 ou 5 fois 14. 12, ça marche pas. 12, ça marche pas. Non, 12, ça marche pas. Je le fais quand même. Vous savez, pourquoi pas? Non, 5, parce que 5 fois 2, 10. Ah ouais, 5 fois 2, 10. Ça fait 72. Ah ouais, ça fait 72, ouais. Okay. Ouais. Ah ouais, donc ça marche pas avec les 70 nations, mais bon. En tout cas, donc je sais pas comment on sort, mais c'est mal. Bon, il doit y avoir une manière de tourner. Tu as le même problème quand ils choisissent les. Il y a toujours 2 gars de trop là dans les. Ouais. Quand ils montent le Sanhedrin avec Moshe, Oui, c'est ça. Le même problème. Il y a 2 gars qui sont en dehors du coup. Il y a quelqu'un qui est venu, il y a Valentin. Okay, bienvenue dans le groupe. On est dans le verre chichi. Ouais, je lève mes mains juste là, comme ça, parce que je suis dans une d'attente en ce moment, donc voilà, je suis un kiff. Ça vous dérange pas? Non, ça ne dérange pas du tout. On est tout plus mourir. Donc, on est à Moudresh, même Red, on est page 200. Ah oui, donc je ne sais pas si tu veux que je mette en cherche une Beragola ou pas? Tu veux qu'on mette en cherche une Beragola? Attends, 2 secondes. Alors, attends 2 secondes, il faut que je l'ouvre. 1 seconde. Une seconde, ça arrive. Je vais arriver. Je vais arriver. Attends 2 secondes. Une seconde. Voilà, je pense que c'est tous les livres du Maral, ils sont dans un seul truc. Pour le retrouver. Là, je trouvais. Après, ça, Beragola. Après 6. Après 8. En plus, il y a un décalage par rapport au bouquin. Une seconde. On est sur le mot là, le décalage il a été enlevé, donc c'est bon. J'arrive. Voilà, donc on est là, je vais zoomer. Et je vais faire share screen, 2 secondes. Voilà. Donc on est là, on est à Hamim Amrim. Je répète encore une fois, donc c'est une voix dans Hagiga. Donc l'agma, elle parle sur quoi le monde tient. Et comme d'habitude, donc le Maral, il essaye d'expliquer d'une manière
c'est-à-dire d'expliquer que ce n'est pas des réalités physiques. C'est-à-dire que quand la Gemara a dit que le monde, à un moment, la Gemara a dit, donc on ne peut pas reprendre depuis le début, mais la Gemara avait dit que le monde tient sur 12 colonnes. Et donc voilà, donc ça avait été questionné par les sages des nations, on va dire, par les prêtres catholiques, on va dire, comment c'est possible. Et donc lui, il explique en réalité que ce n'est pas donc des colonnes réelles. On ne parle pas du maintien du monde matériel, mais on parle du maintien du monde spirituel. Et voilà. Et donc, grosso modo, on va dire ça. Et donc la Gemara disait dans Hagiga, Brachamim Amrim al Yudbet Amudim, ça veut dire que le monde il tient sur 12 colonnes. Bio qui arrête son Medet al Yudbet Amudim, donc la terre tient sur 12 colonnes, Dem Yudbet Shvatim, et c'est les 12 tribus. Gdema et Tekra, comme on ramène le verset, Yasef Gevulot Amim, les Mispar Bene Israël, il fait tenir, ça veut dire, il dresse les frontières des nations par rapport au nombre des enfants d'Israël. Donc, grosso modo, comme on a dit, la question qu'on a dit, c'est qu'il y a 70 nations, et 70 nations, c'est pas divisible par 12. Mais bon, peut-être que justement, il y a toujours 2 en trop, et c'est pour ça qu'il y a des guerres, quoi. Sinon, il n'y a pas de guerre. Mais tu vois, c'est un peu comme Eldad ou Medal, etc., quoi. Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait un truc qui fait que ça marche pas, ou que ça puisse mourir, ça puisse bouger, quoi. Vezek qui arrête Adam, donc ça veut dire que la terre est donnée aux enfants de l'homme. Vashvatim em rishonim lechol Israël, et les tribus, ça veut dire que ce serait les premiers de tout Israël. Mais Israël em konmin mekol shivim umot, et donc Israël, et donc ils sont, on va dire, ils étaient avant les 70 nations. Et puis là, Haolam omed al yudbet amudim, c'est pour ça que le monde il tient sur 12 colonnes. Vem Hashvatim, qui sont les tribus. Asher yesh lahem chibur al Hashem itbarach, qui ont donc une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Shenikraim Shifteya, parce qu'ils sont appelés en fait les tribus d'Hashem. Après, yesh l'Hashvatim dvekut al Hashem itbarach, vem Hashem shevet Shifteya, donc du fait qu'ils sont les Shvatim d'Hashem. Ok. Et donc, yesh omrim al Shiva amudim, donc il y en a qui disent que ça tient sur 7 colonnes. Vem Avot, ce sont les patriarches. Vem Shosha Avot, Verba Imaot, ce sont les 3 patriarches et les 4 matriarches. Shem Shiva, quand tout ça fait 7. Ve'aret Satan Livne Adam, Emma Avot, puisqu'encore une fois, si la terre a été donnée aux hommes, c'est aux patriarches. Shem Yoter, Atrala, Minashvatim, qui sont encore plus la base, on va dire, la source que les tribus. On le fait quand Avot, Yashkibur, Laretz, la Hashem Itbarach, et c'est pour ça que grâce aux patriarches, il y a une unification de la terre avec Hashem. Les Ekiyum Shela, et c'est ça sa manière, en fait, de se tenir, d'exister. Et c'est simplement uniquement les tribus ou les patriarches qui élou Amiesod Avalam, parce que ce sont eux les bases du monde, qui Avot et Mavot Israël, puisque les patriarches sont les pères d'Israël, et Ren Hashvatim, ainsi que les tribus, Kol Echad Av Shile Shifto, chacun est le patriarche de sa tribu, Vaouch Elahem Hashem Amudim Laaretz, et c'est apte que ce soit considéré comme les colonnes de la terre. Moshe Amiesod Israël, comme ils sont la base d'Israël, Kachem Yesod Avalam, ainsi ils sont la base du monde, Vaaretz Omedet Alehem, et la terre tient sur eux. Avachar Sadikim, mais les autres justes, Enam Reuyim, Shiye, Amiesod, Vamud Laretz, c'est pas apte pour dire sur eux qui sont la base et la colonne de la terre. Chez Kolaolam, qui est tout le monde, qui Ima Avot Vashvatim, si ce n'est les patriarches et les tribus, quoi, les 12 tribus, qui Bema Shem Avot, Amikar Baolam, parce que comme ils sont patriciels, on va dire ce sont des patriarches, donc ce sont eux le principal du monde. Akaham Yesod Aolam, c'est pour ça qu'ils sont la base du monde. Les Avarzé Baron Méod. Et cette chose-là, elle est très claire. Ouais, ça veut dire, c'est clair, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'il veut dire par là. Ça veut dire, ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est que c'est clair qu'il y a un rapport entre le rapport, ça veut dire, entre la relation père-fils et la relation du tzaddik qui est Sadolam. C'est-à-dire, ça, on le voit avec Yosef, que c'est Yosef, c'est le tzaddik qui est Sadolam. Parce que c'est lui qui représente la tribu de Yesod. Mais en fait, on retrouve, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il a une relation compliquée avec son père, puisque lui pense que son père, en fait, il a participé à sa vente, etc. En même temps, tu vois, c'est ce qu'il lui envoie les génisses de la Egla Rufa, c'est-à-dire en disant, voilà, qu'il a envoyé sans escorte, etc., dans un endroit dangereux. Et c'est pour ça quand il dit de ramener son père en Égypte, il lui envoie ça pour lui dire, voilà, pourquoi tu m'as envoyé comme ça au Casse-Pipe, etc. C'est pour ça aussi que son Ora Chaim Akadosh, il n'a pas contacté son père quand il était vice-roi d'Égypte pendant toutes ces années parce qu'il pensait que son père, il avait cherché à le tuer. La raison étant que, comme dans son rêve, en fait, il avait vu que le ciel, le soleil et la lune, et que le soleil, c'est son père, se prosternaient à lui. Donc, c'était pas simplement ses frères qui avaient la haine, mais c'était aussi son père.
Et donc, ça veut dire, et malgré tout, on dit que voilà, que c'était le père, l'enfant préféré de son père, etc. Et tu vois, on te dit, il y a complètement ça veut dire, si on veut, comment dire, quelque chose de complètement différent, complètement d'opposé, où on dit, voilà, que Jacob, il aimait son fils plus que les autres, parce que c'était le fils le plus, ce qu'il avait vu dans sa vieillesse, ou qui était le plus intelligent, ou qui lui ressemblait le plus, puisqu'il avait le même visage que son père, etc. Donc, en même temps, il y a une relation, on va dire, compliqué. Et ça veut dire et ça veut dire entre le père et le fils. Et ça veut dire cette relation, elle fait partie de la tribu de Yesod, de la base. Parce que si tu veux la base, que c'est lié à, donc tu vois, je sais pas vous dire moi-même, j'ai pas dit clairement, je comprends ce que je dis, mais c'est là ça, on voit qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire que tu vois que dans la Kabbalah, Yosef, il est donc basé à la tribu de Yesod. Le Yesod, c'est lié à la sexualité masculine et c'est lié en fait à la paternité, tu vois. Mais ça veut dire, et la question, c'est de savoir, tu vois, c'est ce que lui veut dire. Donc lui, il ramène, il dit, pourquoi est-ce qu'on dirait les trois avot, et même s'il ramène les imot, mais en fait, les imot, il les met comme des avot haolam, il n'arrête pas de répéter, ce sont les pères du monde, tu vois. C'est comme s'il donne un rôle patriarcal, en fait, aux mères, tu vois. Ce qui n'est pas tu vois, pas faux, quoi. On va dire, quand tu regardes en réalité les matriarches, elles sont plus, elles sont hyper viriles, quoi, si on veut, tu vois. Et ça veut dire, on pourrait rester poli, quoi. Et tu vois, ça veut dire, c'est vrai, ça veut dire, c'est vrai, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, celles qui choisissent qui est le premier-né, celles qui font tout ça, tu vois, ça veut dire, donc elles ont un rôle, ça veut dire plus que maternel, elles ont plus un rôle paternel. Et ça veut dire, elles font pas, ça veut dire, ouais, carrément, ouais. Mais la question, tu vois, non, mais c'est ce qu'il dit, tu vois, que c'est pour ça qu'il compte les 4 matriarches comme des pères, comme des patriarches. Mais bon, mais l'histoire, c'est de savoir, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de. Tu vois, ça veut dire pourquoi, en fait, voilà, ça veut dire, est-ce que ça veut dire ici la relation patriarcale, c'est qu'il y a une continuité? Est-ce que ça veut dire qu'il y a. Tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est-à-dire. Ça veut dire, le Midrash, il dit que, Rashi le ramène, que tout ce qui arrivait à Yaakov, ça arrivait à Yosef, que ses frères, ils l'ont détesté, qu'il a été séparé de ses parents, que tout ça, ça veut dire, on voit, il y a beaucoup de points communs, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'on disait, El eta adot Yaakov, Yosef, c'est voici les engendrements de Yaakov, c'est Yosef. Et Rashi dit, tout ce qui arrive à Yaakov, ça arrive à Yosef. Ouais, tu vois, tu vois, ça veut dire, est-ce que, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, c'est difficile. Et comme on lui dit, voilà, lui-même, il lui donne après ça l'idée que Yosef, il devient le père de 2 tribus. Donc, ça veut dire, il lui dit, voilà, qu'il va être, en fait, si tu veux, donc, il lui donne un rôle, en lui donnant Ephraim et Ménaché, en fait, l'idée, c'est de donner à Yosef, qui est normalement un fils, et lui donner le statut de père aussi, de patriarche, puisqu'il a 2 tribus. Donc, en fait, on voit que c'est tout l'enjeu de tout ça, de cette histoire-là. Mais voilà, maintenant, c'est très difficile à expliquer. Tu vois, c'est l'idée même, tu vois, de Yesod, de la base, que c'est Even à Yesod. On parle toujours de la pierre, qui est la pierre philosophale, qui est liée à cette base-là, la pierre sur laquelle l'édifice y tient, et que Even, c'est basé comment dire, c'est lié de la contraction du mot Av et Ben, ça veut dire fils et père, et que c'est pour ça qu'Israël, Yaakov Yosef, il a appelé Even Israël, la pierre d'Israël. Et voilà, tout ça, c'est ce qui a marqué. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, c'est clair. Est-ce que ça veut dire c'est une continuité? Ça veut dire, mais ça veut dire, voilà, on voit les 12 tribus, on ne sait pas exactement ce qu'elles sont devenues. C'est pas clair qu'il y a un héritage de chaque tribu. Ça veut dire, en tous les cas, ça n'a pas perduré. Tu vois, c'est difficile. Ça veut dire, c'est difficile. Tu vois, tu vois, je sais pas, parce que faut rajouter un autre larron dans l'histoire, tu vois, parce que tu vois, c'est Eliyahu Hanavi dans l'histoire aussi, on dit que Veshiv lavavot albanim velavanim alavotam. Tu vois, ça veut dire qu'une des attributs de Eliyahu Hanavi, c'est qu'il va ramener le cœur des parents, des pères sur leurs enfants et des enfants sur les pères. Et tu vois, ça veut dire, on a l'impression que c'est aussi un des enjeux messianiques et que maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'Eliyahu Hanavi il a fait là-dedans. Et qu'est-ce que ça, parce que c'est lié aussi à Motsai Shabbat, puisqu'on dit cette fille-là à Motsai Shabbat, etc. Et tu vois, c'est difficile, ça veut dire, tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire, ça reste compliqué, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas,
je sais pas, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, moi j'aurais dit, ça veut dire que quand on regarde dans la Haggadah de Pessah et qu'on dit, tu vois, que la Torah, elle a parlé par rapport aux 4 enfants, et qu'on a l'impression, tu vois, que ça voudrait dire ça, c'est comme plutôt une diffraction, et qu'en fait, ça crée une sorte de cycle. Mais ça veut dire, puisqu'on voit bien, voilà, les Juifs n'ont pas été religieux tout le temps, et ça veut dire que c'est quelque chose, tu vois, c'est comme s'il y a un mouvement, en fait, ça veut dire cyclique, mais que comme dans la paternité, il y a une assurance qu'à la fin, on va revenir à quelque chose qui est en ligne avec, tu vois, c'est-à-dire avec des variantes, avec des variations comme une courbe, quoi. Mais on va arriver, en fait, sur un vecteur qui sera en ligne avec ce qui avait été mis avec les parents, quoi. Et ça veut dire, c'est ça ce qu'on voit avec le peuple d'Israël, avec Abraham, Isaac et Jacob, avec, ça veut dire, voilà, avec l'héritage d'Israël, c'est qu'il y a une sorte de linéarité, mais que cette linéarité, elle est serpentine, quoi. Ça veut dire, c'est une fonction, mais maintenant, tu vois, ça veut dire, c'est pas une ligne droite. Maintenant, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? C'est pas, tu vois, dire que le monde, il tient sur ça. Et en plus, comment ça peut marcher, quoi. C'est vrai que c'est un peu miraculeux, quoi. Ça veut dire comment ça peut se dire qu'en fait, on est encore les héritiers d'Abraham, Isaac et Jacob, etc. Parce que tu vois, quel était le rôle de Yosef dans l'histoire? Là, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Tu vois, tu vois, je sais, tu vois, ça veut dire, en tout cas, mais c'est à ça ce qui fait allusion. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que c'est ça ce qu'il veut dire. Quand il ramène cette histoire de colonne, lui veut dire le côté il veut dire qu'il lie ça au côté patriarcal. C'est parce que dans la Kabbale, dans l'histoire de Jacob, Yosef, etc., c'est toute l'idée de savoir, de récupérer une paternité, une relation au père, etc. Et voilà, maintenant, je ne savais pas quoi dire plus que ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est difficile. Et tu vois, ça veut dire, comme, déjà, on voit comme si tu veux déjà que c'est une relation, on va dire, ce qu'on voit, c'est que c'est une relation, comment dire, elle-même qui est pas nette, c'est-à-dire puisqu'on voit que voilà, Yosef, il pense que son père, il a participé à la vente, c'est même pas sûr jusqu'à la fin qu'il est convaincu du contraire. Et en même temps, tu vois, même, tu vois, ça veut dire, voilà, en même temps, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, quelle est la relation tu vois, de Jacob avec Yosef, tu vois, ça veut dire, est-ce que c'est parce que ça représente, tu vois, c'est-à-dire dans le Zohar, on dit que c'est dans les brachot, on voit que c'est parce que ça représentait sa mère, ça veut dire, il était plus amoureux, tu vois, ce qu'il cherchait à travers son fils, c'était plus la relation à la mère, tu vois, que la relation, en fait, à Yosef lui-même, quoi. C'était comme, tu vois, puisque quand il lui donne les brachot, il lui donne des brachot qui sont complètement liés tu vois, il dit Birkot Shadaim Baracham, c'est les brachot, les bénédictions du sein, et les bénédictions du vagin. Ce qui est super bizarre, tu vois, mais c'est ce qui est marqué, tu vois, dans la Torah. Tu vois, c'est ce que Jacob, il dit dans la Waraq, il dit à Yosef, il dit ça. Il dit Birkot Shadaim Baracham, ça veut dire les bénédictions du sein, les bénédictions du vagin. Et a priori, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça passe que c'est pas moi qui l'ai inventé, je te promets. Ça passe parce que les gens, tu vois, ils font jamais attention, mais ça veut dire, c'est un passe qui, tu vois, c'est un passe qui est suicidatoire. Et tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, moi, j'aime que ça existe les choules, c'est pour que comme ça, les gens, ils passent à côté du truc, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, mais tu vois, parce que si commence à regarder vraiment ce qu'il y a marqué, si je poserais beaucoup de questions. Mais tu vois, mais ça veut dire, ouais, mais tu vois, non, j'en sais rien, tu vois, donc le soir, il dit ça, tu vois, est-ce que c'est ça le problème? Ouais, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, je sais pas. Même on dit après ça que voilà, il y a que Yosef, il aurait dû avoir 12 tribus, mais voilà, il y en a deux qui sont sorties de lui, et 10 autres, elles sont sorties de Binyamin. Tu vois, c'est comme il y a un truc, il y a comme une question d'acte manqué, de réparation. Je sais pas, tu vois, c'est bizarre, tu vois. C'est difficile de comprendre qu'est-ce que. Non, je sais pas, tu vois, c'est con. Je sais pas, ouais, tu vois, ça veut dire, je sais pas, moi, je sais pas, la réponse que moi j'aurais donnée, c'est parce qu'en fait, c'est clair que, tu vois, si tu veux, les enfants, ils peuvent pas, comment dire, capter, ça veut dire ça veut dire, tu vois, ça veut dire la personnalité du père,
tu vois, c'est comme, tu vois, si tu prends le truc lacanien, c'est comme si tu veux, voilà, le père, c'est la chose qu'on peut pas, justement, ça veut dire qu'on peut pas toucher, on va dire. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est comme si en fait, on reçoit des éclats et donc en fait, à chaque fois, c'est certains éclats qui apparaissent à différentes périodes de la vie. Et en fait, c'est des choses, tu vois, c'est comme un mouvement d'oscillation, quoi. Un mouvement oscillant. Mais voilà, maintenant, est-ce qu'à la fin, tu vois, dans cette oscillation, en fait, on arrive à retrouver, ça veut dire, voilà, le père. Je sais pas, tu vois, non, non, tu vois, je sais pas. C'est compliqué. Tu vois, je sais pas. Honnêtement, tu vois, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que lui fait allusion à ça, que le monde y tiendrait sur ça. Tu vois, ouais, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, maintenant. Ouais, et que ça sera lié aux 12 Mazalot, ça lié aux constellations. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire plus que ça, tu vois. En tout cas, c'est de ça ce qu'il parle, c'est ça ce qui fait allusion. Et et voilà, ouais, tu vois, je sais. C'est compliqué, tu vois, parce que pour moi, c'est quand je pense, tu vois, au monde moderne, etc., où on a l'impression, voilà, à part que c'est Armageddon, mais Armageddon, je veux dire, mais qu'en plus, tu vois, c'est comme on a l'impression, comme si, en fait, le monde, il va se détacher, en fait, d'une racine ou d'une histoire ou d'une direction, tu vois, qui serait liée, en fait, tu vois, à la paternité, tu vois, ça veut dire à la relation, tu vois, ça veut dire à l'identité, etc., comme si on va arriver dans un monde, en fait, où où part dans ça veut dire dans quelque chose de nouveau, on va dire de nouveau, mais quelque chose où en fait, si tu veux, le passé, il n'aurait plus de sens. Et ouais, tu vois, ouais, c'est difficile, tu vois, ouais. Tu vois, la vraie truc, c'est la relation au passé, quoi. C'est qu'est-ce que le passé il peut encore nous apprendre sur le futur, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est ça tu vois, c'est ça la question. Et c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin du passé pour comprendre. Tu vois, est-ce qu'on a besoin du passé pour comprendre le futur? Est-ce que le passé, en fait, est-ce qu'en fait, l'idée, c'est surtout qu'on ne comprend pas le présent, et que le passé, ça nous permet, en fait, de nous projeter dans le futur sans comprendre le présent. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire. Le passé, qu'on le comprenne ou pas, il nous a construit, quoi. On est là que grâce au passé, quoi. Donc, ouais, de manière technique, mais du fond, si tu veux, je veux dire, aujourd'hui, si tu veux, l'enjeu, la grosse difficulté, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais ça veut dire, ouais, on peut dire la difficulté, c'est que voilà, c'est quel rapport il y aurait aujourd'hui, tu vois, quand tu vois ce qui se passe maintenant avec tout ça, avec l'intelligence artificielle, avec le monde, tu vois, tel qu'il avance, etc., ça va devenir. Ouais. Ça, c'est normal que les évolutions technologiques elles sont perturbantes parce que comme c'est nouveau, on ne maîtrise pas, mais pas plus que la machine à vapeur au 19e, tu vois, c'est perturbant au début, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas quoi, mais après, c'est un outil de plus et on va le maîtriser. Ça change, moi, je pense que c'est toi qui m'as appris, les gens ne changent pas, quoi. Donc, s'ils ne changent pas, c'est que ils ne changent pas. Et ça me fait penser aux petits-enfants des gens qui ont vécu la Shoah et qui n'ont jamais parlé avec leurs grands-parents, mais ils l'ont en eux. Et, enfin, c'est inscrit dans leur, quasiment génétiquement. Donc je pense que notre mémoire qu'on a, elle est comme ça, quoi. Elle passe par les gènes. On ne sait pas l'expliquer pourquoi et comment, mais notre mémoire, elle est aussi génétique, quoi. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on est le fruit du passé, quoi. Après, comment on l'exprime, comment on le sent, comment on le truc, ça vient en fonction effectivement de la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau se plaindre d'une apocalypse, on est surtout dans une période où on a beaucoup de temps pour se regarder le nombril, quoi. J'allais dire surtout en France. Surtout en France. Mais c'est vrai que c'est une période où tu as beaucoup de. Enfin, c'est l'invention du XXe siècle, c'est le temps libre, quoi. Ça n'existait pas avant, quoi. Enfin, à part pour la Pifiou, il est dans un stress permanent. Maintenant, nous, on n'a plus qu'à se regarder le nombril. Et donc, évidemment, c'est sûr qu'on se pose plus de questions et tout ça, mais moi, je pense que le mouvement, enfin, ce que tu décris en disant qu'il y a un vecteur et que c'est des variations autour du vecteur, mais qu'il est au même endroit, je pense que c'est encore vrai, quoi. Ouais, non, c'est clair qu'on le voit, mais la question, c'est ça, c'est comment ça marche. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord, mais la question, c'est savoir c'est comment ça marche, etc. Parce que d'un côté, tu sens quand même qu'il y a une volonté claire, tu vois, en fait, de remettre ça justement en cause, tu vois.
C'est-à-dire que toute l'idée, en fait, voilà, tu vois, ça veut dire, je vais pas encore repartir sur les transgenders et tout ce machin-là, mais c'est pas que les transgenders, ça veut dire, en fait, c'est le côté, en fait, tout ce que, tu vois, c'est dans la technologie, etc., il y a aussi ce côté, je sais pas comment dire universel, mais aussi quelque chose, en fait, comme une sorte de, je sais pas comment dire, tu vois, on peut parler comme ça de virginité historique, si on veut, tu vois, qui voudrait remettre tout à plat à chaque fois et qui voudrait, en fait, tu vois, ça veut dire, ou tu vois, en fait, comme si l'identité ou le passé, ça serait plus quelque chose de pénalisant que quelque chose, en fait, qui serait épanouissant, tu vois, qui permettrait d'envisager la suite. On voit bien que tu parles d'une mondialisation de la pensée, mais on voit bien que les gens, ils se battent. Pourquoi il y a de la violence? C'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas, les gens, ça. Et même si c'est ce que c'est nous faire passer les Google et consorts, là, machin, les gens, ils se révoltent et c'est pour ça qu'il y a. Enfin, moi, je pense que c'est une des raisons de la violence des machins, des islamiques, des trucs comme ça, parce qu'ils veulent justement une standardisation de la pensée, mais les gens, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont pas dupes, mais ils veulent pas, quoi. Ouais, non, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit, regarde la France, qui était un pays bien équilibré, avec une droite et une gauche. Vous savez, moi, je me rappelle, j'avais des cours, un mec qui nous expliquait qu'on avait une pensée. Il nous donnait des mots et on devait les mettre. Ou c'est des mots de droite ou c'est des mots de gauche. Il y avait la deux chevaux, c'était de gauche, la grotte, c'était de droite. Et ça marchait super bien. Il essayait avec tout le monde. C'était un groupe de jeunes de tous les. Enfin, c'était juifs, mais un peu de tous les horizons. Mais les mecs, ils pensaient pareil. Et ils savaient très bien ce qui était de droite et était de gauche. Maintenant, tout le monde veut son petit truc. Mais là, ils accusent les politiques. Ce n'est pas les politiques, c'est les hommes qui sont comme ça. Chacun ne veut plus que son bien personnel, machin, parce que, justement, comme il y a une tentative d'uniformisation forcée, les mecs, ils se replient sur ce qui est le moins uniforme, c'est-à-dire leur propre individu, quoi. Ça, c'est l'impression. Moi, c'est ce que l'impression que c'est moi. C'est simplement aussi que tu peux pas être toi celui qui s'assit. Dès qu'il y en a un qui commence à se replier sur son individu, sur lui-même, quoi, en fait, tout le monde est obligé de suivre, quoi. Parce que sinon, tu deviens une victime, quoi. C'est aussi ça, l'histoire. C'est un mouvement, tu peux pas être toi le seul gentil ou le seul idéal dans un monde où tout le monde cherche son intérêt. Tu vois, parce que sinon tu vas crever, tu vois. C'est mon expérience personnelle, tu vois. Mais bon, moi, ce que je disais à mes enfants, quand je parlais de ça avec mes enfants, c'est de leur dire, on s'en fout. Nous, on est ce qu'on est. Bon, après, le monde, il nous met des baffes, et ben, il nous met des baffes parce qu'on est ce qu'on est. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est pas ça qui doit te faire changer d'avis. C'est exactement le même problème avec l'écologie. C'est tant que tu t'es pas pris une baffe qui te met KO, tu vois, ça tu peux le penser, c'est parce que voilà, c'est dépendant. La baffe, elle te mettra KO. Je veux dire, c'est le preuve du vide d'être vivant et d'être. Si on renonce à tout et si on machin, c'est pas plus intéressant. Hein. Non, c'est pas plus intéressant. C'est-à-dire que tu peux, mais il faut. Non, je comprends, c'est sûr que c'est. Tu meurs pareil, hein, si tu n'es plus toi-même pour pouvoir vivre, ou tu n'es plus toi-même, c'est-à-dire où tu n'as plus d'idées, machin, tu es obligé de t'adapter, de faire comme les autres, d'être un tordu comme les autres, Makédaï, quoi. Le résultat, c'est le même. Tu n'es plus là, quoi. Tu n'es plus là, Makédaï. C'est fascinant. Ouais, je suis d'accord. Je crois que l'idée qu'il a, le Maharal, enfin, qui donne de la continuation de machin, je pense que c'est vrai, quoi. Après, ça prend des formes et tout ça, ça change rien. C'est ça, tu dis, c'est des variations, c'est des épiphénomènes. Finalement, le chemin global, il est le même. On va arriver au même. Enfin, je pense qu'on va arriver au même point. C'est comme ils disent sur les 4 enfants, quoi. Dans la Gada, ils disent, voilà, un rachat, un chacham, un tam, un oyedalishol, c'est des cycles, quoi. Ça veut dire. Le chacham, tu vois, il y en a toujours, et à la fin, tu reviens toujours à plus ou moins au même, quoi, mais tu reviens toujours à quelque part, tu vois, qui est dans le vecteur, quoi, qui est en ligne avec le vecteur. Et non, c'est vrai, c'est sûr. Ok, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, à mon avis, de plus, mais je ne saurais pas quoi dire, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus fort chez les Juifs, je trouve ça. Et, tu vois, j'ai du mal, moi, avec l'idée qu'on soit élu, peuple, machin. Mais par contre, le fait qu'on soit drivé par quelque chose qui est inhérent à simplement le fait d'être juif, c'est vrai. Mais non, je ne dis pas que c'est bien, enfin, je ne mets pas du genre de l'heure, mais c'est vrai qu'on a
une façon de s'intéresser aux autres, une façon de vouloir. Enfin, je sais pas, on a une manière de fonctionner, effectivement, qui est comme ça et qui est inhérent à nous. Et je ne mets pas de jugement de valeur, quoi. Mais on le sent, quoi. Ouais, non, Enfin, ou est-ce qu'on. Je sais pas. Comme dire, pour ça, il faudra aller en Israël pour voir, etc. Je veux dire, tout ça, c'est aussi parce que, en fait, nous, on est en exil, quoi. Et donc, c'est sûr que voilà. Mais c'est ce que je dis, c'est sûr, c'est vrai, en tous les cas, pour les Juifs qui habitent à l'extérieur d'Israël. Maintenant, moi, je ne connais pas les Juifs Khilonim en Eretz, mais j'ai l'impression. Oui, mais si tu regardes les autres exilés, ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu as des Italiens de 4e génération qui se disent encore italiens. Mais voilà, je pense qu'ils, pour autant, c'est plus de l'identitaire, machin, c'est plus un drapeau. Je pense que nous, on a quand même, dans toute notre diversité, quel que soit le truc, il y a quand même des lignes de force dans notre manière de fonctionner qui transcendent qui font qu'on est encore là et qui transcendent le temps et qui nous donnent une raison d'être de trucs. Après, c'est très difficile à définir et à expliquer, quoi. Mais on le sent, quoi. Encore ce matin, j'ai entendu à la radio une fille qui dit j'ai reçu une carte postale elle a écrit un bouquin là-dessus, elle a reçu une carte postale avec en tout, il y avait les 4 noms de ses grands-parents et d'un oncle et de sa tante qui étaient morts en déportation. Et elle fait toute une histoire là-dessus, tu vois. Alors que la fille, elle est de 2 générations, elle n'a jamais parlé, sa grand-mère, elle a dit, elle n'a jamais prononcé le mot Shoah ou le mot juif. Toute la vie qu'elle a connu sa grand-mère, elle n'a jamais entendu le mot juif, quoi. Et pour autant, voilà, la fille, elle t'écrit des bouquins entiers là-dessus, quoi. On est poursuivi, je pense que c'est indépendant de notre volonté. Ouais, non, je suis d'accord. Je comprends, c'est sûr que c'est. C'est sûr, je vais aller contre ça, mais c'est vrai que ça soit lié à la relation paternelle, c'est ça ce qui est difficile. Ça veut dire, c'est ça, ouais, je suis d'accord, mais tu vois, c'est ça ce qui veut dire. Alors, tu vois, ce qui est difficile pour moi, c'est de savoir qu'est-ce qui reste des 12 tribus, qu'est-ce qui reste de tout ça. Tu vois, tu vois, ce qu'on a l'impression, tu vois, ça veut dire, moi, ce que j'ai l'impression plus, à part ça, c'est qu'on retrouve, ça veut dire, la manière de retrouver, ça veut dire ça veut dire une identité, on va dire comme ça, transcendante. Ça veut dire, c'est en cherchant, en fait, l'humain plutôt qu'en cherchant l'identité. Je pense que tu vois que l'idée, c'est que, tu vois, ce que je veux dire, un exemple, c'est comme ça, tu vois, si tu recherches, ça veut dire, si quelqu'un dit, voilà, c'est quoi être juif et tout ça, je vais aller dans la culture juive et tout ça, machin. Comme tu vois, ils font beaucoup les juifs réformés et tout ça, ça veut dire, ouais, je veux du klezmer, je veux ci, je veux ça, ou je vais aller chercher, tu vois, alors, même pas que ça, mais c'est-à-dire même si tu vas plus loin, si quelqu'un va commencer à chercher, tu vois, c'est quoi l'identité juive, tu vois, d'une manière, tu vois, comme ça, voilà, c'est quoi le peuple d'Israël, c'est quoi les Hébreux, c'est quoi ce truc, etc. Je pense que plus on va là-dedans, en fait, c'est plus là où ça devient factice, parce que ça devient, en fait, tu vois, ça devient de la reconstitution, ça vient du simulacre, ça vient quelque chose, tu vois. Mais là, tu parles du résultat. Moi, je te dis ce qu'il est drive. Le résultat, il est ce qu'il est. Effectivement, il est ce qu'il est. Mais pourquoi ils sont drivés là-dedans? C'est ça qui en fout. C'est pas que le bouquin de la fille, je sais pas s'il est bien ou il n'est pas bien, je m'en fous. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il lui arrive d'écrire la fille, elle est écrivaine, elle machin, qu'est-ce que tu vas te mettre dans ce truc-là là? C'est ça qui me paraît bizarre. C'est pas ouais, après le résultat, il est ce qu'il est. Non, mais non, moi, ce que je veux dire, je ne voulais pas critiquer ça, c'était qu'une introduction sur ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, moi, tu vois, c'est que ça, je suis d'accord, mais ça veut dire parce que tu vois, je pensais plus, moi, tu vois, voilà, un Italien qui voudrait redevenir Italien ou un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, ou les Français qui cherchent, tu vois, à faire partie, tu vois, quand ils cherchent l'identité française, en fait, plus ils la cherchent, moins ils la trouvent, tu vois, parce qu'en fait, justement, alors, ça ne veut pas dire que l'identité française, à mon avis, n'existe pas, mais ça veut dire que mais je pense que c'est la même manière. Si on avait la même manière de chercher l'identité juive à travers, tu vois, si tu veux, une recherche culturelle et une recherche, tu vois, je veux revenir à mes racines à travers si tu veux, à travers des minagim ou des comportements, quels qu'ils soient, etc. En fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on sent qu'on s'en éloigne et que ça devient comme une sorte de simulacre, etc. Parce que pour moi, ce que j'ai vu, tu vois, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, parce que moi, je me demande comment ça se fait, tu vois, ça serait quoi, comment ça se fait, pour moi, la question, c'est comment ça se fait qu'au fond, ça veut dire, on sait, tu vois, que le peuple d'Israël, en fait, c'est la continuation d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire, en quoi on est la continuation d'Abraham, Isaac et Jacob, et surtout, comment on a pu être la continuation d'Abraham, Isaac et Jacob.
Et moi, tu vois, pour moi, c'est clair, si tu veux, clair et net, tu vois que tout ça, ça vient du Talmud. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ce qui a fait ça veut dire, c'est aussi simple que ça. C'est ceux qui étudient le Talmud, tu vois, ils sont dans le chemin d'Abraham, Isaac et Jacob. Ceux qui n'étudient pas le Talmud, tu vois, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le chemin d'Abraham, Isaac et Jacob. Et tu vois, et c'est un peu ce que tout le Maharal, il veut dire, en fait, si tu réfléchis, c'est tout le livre, il est sur ça, c'est qu'une justification du Talmud. Alors, c'est super bizarre parce que le Talmud, c'est un fatras de trucs complètement débiles, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, elle a l'idée, tu vois, de ce que c'est, tu vois. Ça, c'est exactement l'histoire du 72, là. C'est mal foutu, quoi. Mais c'est une condition du questionnement. Si ça se divisait, on n'aurait plus de questions et on serait mort déjà. Justement, je pense que tout le Talmud, tu dis, c'est un fatras de trucs qui se contredisent ligne après ligne, enfin page après page en tout cas, ou souvent ligne après ligne. Mais c'est ça qui est génial, c'est parce qu'on admet que c'est un délire et en plus, c'est fou, c'est qu'on pousse le délire à l'expliquer, à le réexpliquer, à le chercher au bout. Alors, mais voilà, mais je pense que c'est ça le message. C'est à chaque fois ça le message. La question est de savoir c'est quoi en fait, comment ça marche, tu vois. Et moi, si tu veux, moi, ce que je pense, parce que c'est mystérieux, tu vois ce que je veux dire. C'est hyper bizarre. Oui. Tu vois, tu vois Baudelaire ou j'en sais rien, ou n'importe quel poète, ils ont fait des trucs aussi débiles que le Talmud, et ça n'a pas créé une nouvelle religion, si tu veux, ça n'a pas créé, tu vois, ça veut dire, il n'y a personne qui se dit, je ne sais pas, je suis baudelairien, ou je suis, tu vois. C'est en ça que je dis qu'il y a le vecteur. Moi, je ne crois pas que le vecteur, ce soit une recherche d'identité du tout. Je pense que c'est une erreur, la recherche d'identité. Je pense que le vecteur, il est qu'on bouge. Tu vois, qu'on bouge dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi on reste comme ça, pourquoi on reste effectivement que 1000 ans, 1500 ans après, on continue à étudier le Talmud et à se prendre la tête dessus. C'est ça le vecteur. Après, pourquoi la carte d'identité, tout ça, je pense que c'est des épiphénomènes, moi. Je pense que c'est pas ça. Moi, je m'en fous de mon identité. Ou tu l'admets, tu es juif et puis c'est tout. Après, tu cherches à l'expliquer. Pourquoi Mais ce que je veux dire, moi, tu vois, parce que moi, j'ai pas encore fini mon idée, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui fait, à mon avis, tu vois, une des magies du Talmud, et je pense pas que mon avis, ça veut dire, en fait, ça, c'est un truc que, tu vois, je l'ai piqué, tu vois, c'est-à-dire que tu retrouves chez Lévinas, tu retrouves, en fait, c'est Béni Lévi et Lévinas, ils l'ont piqué de Shoshani, tu vois, pour remettre vraiment, tu vois, la truc. Mais l'idée, c'est qu'en fait, et ça, moi, je pense, et ça, après, je l'ai vu avec mes rabbinim, tu vois, avec David Feinstein en particulier, mais je pense, tu vois, ça veut dire, c'est que, en fait, pour comprendre le Talmud, en fait, et c'est ce que tu vois dans Rashi, ça veut dire qu'il recherche l'humain, en fait. Ça veut dire qu'au fond, c'est ce qui est super paradoxal, c'est qu'en fait, si tu veux, les mecs qui sont arrivés en Babylonie, eux, ils ont dit, OK, comment est-ce que, en fait, tu vois, la Torah, en fait, elle pourrait s'adresser à, tu vois, ça veut dire comment est-ce que nous, en tant qu'être humain, pas en tant que juif, en fait, on va pouvoir lire la Mishnah, ou comment est-ce qu'on va lire la Torah. Et c'est en partant de cette histoire-là, dire en tant qu'être humain, comment est-ce qu'on va lire la Torah, comment est-ce qu'on va lire la Mishnah. En fait, en cherchant l'humain et pas en cherchant le juif, que paradoxalement, on retrouve le juif. Tu vois, et c'est ça ce qui marche, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est super bizarre, tu vois, ça veut dire, et en fait, c'est ça le secret. En fait, c'est possible, en fait, qu'on pourrait le faire avec n'importe quoi, en fait, avec Molière, ça veut dire, en fait, c'est au lieu, en fait, de dire, tu vois, mais c'est presque impossible, parce que, tu vois, c'est à ce moment-là où ça devient une religion, quoi. Mais c'est difficile, tu vois, mais ça veut dire, en fait, le mouvement, c'est clair qu'il est là, c'est qu'on retrouve, si tu veux, la paternité à partir ça veut dire la relation au père, à partir du moment où justement on veut s'ouvrir à quelque chose où il n'y a plus de père, tu vois. Et ça veut dire, parce que tu vois, c'est ça ce qui s'est passé avec le Talmud. Ils ont dit, voilà, en tant que Babyloniens, tu vois, on voit bien que dans le Talmud, ils ont gardé tous leurs noms babyloniens. Tu vois, Bayer, Ava, tout cela, c'est que des noms goy, tu vois, ça veut dire, ils n'ont pas voulu, et je pense que c'est un choix de ne pas avoir voulu mettre leur nom juif dedans. Et tu vois, et ça veut dire, et qu'ils parlent en araméen, que c'est pas le Lachon HaKodesh, que c'est le truc, etc., comme, tu vois, le Zohar et tout ça, c'est un choix, ça veut dire, c'est l'idée, c'est on se présente tu vois, c'est comme si on disait, moi, on dirait Patrick, machin, blablabla, et tout ça, ça veut dire, c'est comme ça qu'ils parlent, tu vois, c'est-à-dire, ils ont voulu vraiment enlever les noms du goy, les noms juifs. Donc, je pense, tu vois, que c'était vraiment l'idée de dire, on vient en tant que goy étudier la Mishnah. Et tu vois bien que c'est ce que Rashi fait à chaque fois. Tu vois, quand Rashi veut commenter la Torah, il ne se met pas dans un truc, tu vois, Jésus, Marie, Joseph, tu vois, j'en sais rien, tu vois, quelle est la vérité transcendante dans ce passouk. Tu vois, il dit, voilà, qu'est-ce que c'est, tu vois, comment ça s'est passé vraiment, tu vois, où est-ce qu'elle était la paille, où est-ce qu'elle était le machin, où est-ce qu'il est dormi ici, est-ce qu'il a dormi là, tu vois, mais ça veut dire, il est techniquement en train d'expliquer, tu vois, je sais qu'à chaque fois quand Rashi dit, c'est quoi la Neshama Etera, il dit, Orchlim Yoter, c'est quoi Shabbat et Neshama Etera, c'est on mange plus.
Tu vois, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire pour lui, l'idée, c'est que, tu vois, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre en disant ça? Il vient te dire, non, ça veut dire, pour toi, c'est comme ça que tu le vis dans l'humain, c'est comme ça que c'est vécu, tu vois, et c'est tout. C'est rien d'autre. Ça veut dire, c'est comme ça qu'il faut le voir si tu veux étudier. Mais je pense, tu vois, l'étude, tu vois, de la Torah, c'est rechercher l'humain tu vois, dans le judaïsme, c'est-à-dire chercher l'humain. Et bizarrement, quand tu cherches l'humain dans la Torah, c'est là où tu te retrouves toi-même, tu te retrouves, en fait, c'est là où tu es en connexion avec le Père, tu vois. Et tu vois, c'est ça ce qui est étrange, c'est paradoxal, tu vois, et c'est vrai, en fait, même par rapport à Eliyahu Hanavi, tu vois ça un petit peu comme ça, tu vois. Tu vois, c'est pas clair, tu vois que Eliyahu Hanavi, ouais. Et en fait, on a l'impression, tu vois, que ça veut dire, ça veut dire, en fait, c'est comme s'il faut vraiment, tu vois, c'est comme s'il faut vraiment être collé à sa culture pour pouvoir, en fait, s'ouvrir sur l'humain, quoi. C'est-à-dire, c'est ça l'idée, quoi. Parce que moi, j'essaye de comparer, tu vois, en fait, l'idée, puisqu'on dit, tu vois, que Eliyahu Hanavi, c'est Meshiv lavot albanim, banim alavotam, tu vois. C'est-à-dire que lui, il va ramener le cœur des parents à leurs enfants, les enfants à leurs parents. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire, et tu vois, nous, on dit ça, c'est lié avec Motsai Shabbat, tu vois, c'est dans l'épismonyme de Motsai Shabbat, on dit ça, tu vois, on dit, tu vois, même tu vois, dans le bio de la Eliyahu Hanavi, il a dit, comme dit Ashkenazim, jamais David, on dit, איש, תסמכנו בנים על אבות, un des strophes, c'est תסמכנו בנים על אבות, תבשרנו בשורות טובות, תסמכנו בנים על אבות במוצאי שבתות, parce qu'en fait, dans le Nosar Sfarad, c'est avec Moutsai Shabbatot à la fin, tu vois, avant, mais l'idée, c'est qu'il y a l'histoire tu vois, tu vois, ça veut dire Avot Banim, tu vois, c'est comme je dis, c'est un des pasouks qui est ramené sur Eliyahu Hanavi, où on dit Ve'eshiv le'avot al banim, ve'lev banim al avotam, et la question, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est quand je regarde ça, je me suis dit, ouais, en fait, quand je regarde l'histoire d'Eliyahu Hanavi, tu vois, à son époque, si tu veux, c'est-à-dire l'antithèse, c'est Eliyahu Hanavi de son vivant, avec qui il devait dealer avec un roi qui s'appelait Achav, et qui était, en fait, si tu veux, qui était marié avec une non-juive qui s'appelait Isével, et qui, en fait, qui a promu, qui voulait convertir, en fait, qui a essayé de convertir tous les 10 tribus à l'idolâtrie, au culte du Baal, et qui était le culte d'où elle venait, elle, et qui a, en fait, éradiqué, si tu veux, la religion juive. C'est ça tout le combat en fait de Eliyahu Hanavi avec Achab, avec Isével, etc. Et ok, tu vois, et d'un autre côté, tu vois, ça veut dire il fait la shrita, etc. Mais d'un autre côté, a priori, tu vois, en fait, Eliyahu Hanavi, c'est pas clair du tout. Ça veut dire Eliyahu Hanavi, a priori, c'est-à-dire, je ne vais pas m'attirer des foudres, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est-à-dire que, puisque, si tu veux, Hachem, il lui dit d'aller vers une femme, tu vois, de Sorfite ou de Sorfatite, même, tu vois, on ne sait pas exactement. A priori, ça serait les ancêtres des Français, les Maasés, c'est possible, tu vois. Il y en a qui font la relation, tu vois, avec, puisqu'il lui dit d'aller de sortir d'Israël, d'aller voir une Isha de Sorfite, et a priori, il a un enfant avec elle. Et cet enfant, en fait, tu vois, c'est Yona ben Amitai, parce que Eliyahu, c'est le prophète du Emet, tu vois, Ish Emet, Udvarcha Emet. Donc, c'est pour ça que Yona, c'est le fils, il y en a beaucoup d'après les Midrashim, c'est le fils si tu veux, comment dire, de Eliyahu Hanavi et de cette femme-là, qui a été ressuscitée, etc., par Eliyahu Hanavi lui-même, etc. Mais que après ça, ce prophète-là lui-même, tu vois, si tu veux, il va faire teshuva aux gens de Ninive, tu vois, qui vont aussi, tu vois, et voilà, et qu'en fait, à mon avis, tu vois, l'idée, c'est que c'est sûr qu'il y a comme une sorte de relation, ça veut dire, si tu veux, comme une sorte d'opposition entre voilà Achav qui essaye de s'unifier avec les non-juifs, parce qu'on voit que c'est toujours le problème des 10 tribus, c'est qu'eux, ils veulent s'unifier avec les non-juifs, et si tu veux, ils cherchent, si tu veux, c'est pour ça qu'il s'est marié avec Isével, que c'est la femme, tu vois, du roi de Aram, etc., qui ils veulent en fait, si tu veux, s'assimiler, quoi. Ça toujours l'histoire des 10 tribus. Tu vois, et en fait, c'était déjà Yosef en Égypte, etc. Ça veut dire, c'est le descendant de Yosef, que c'est un côté comme ça universaliste. Et qu'en fait, c'est comme si on dirait, voilà, Achav, lui, il a voulu s'assimiler avec Isével, etc. Et en fait, justement, en faisant de ça comme une identité culturelle, en disant voilà, en fait, ça veut dire on va signifier au niveau culturel, etc. Et ça crée en fait une destruction totale. Alors que si tu veux, comme si en fait, Eliyahu Hanavi, lui, il voit en fait, si tu veux, il est d'accord. Ça veut dire, puisqu'Hachem lui demande de se marier a priori avec une Goya, a priori,
et d'avoir un enfant avec elle. Et a priori, c'est comme ça. C'est a priori, on a l'impression que Yona, il n'est pas juif. Tu vois, même du style dans lequel le livre il est écrit, le fait même, tu vois, qu'il va à Ninive, etc., que tu vois, pourquoi est-ce qu'Hachem, il enverrait un juif la prophétiser à Ninive, tu vois ce que je veux dire d'une certaine manière aussi. Mais tu vois, mais ça veut dire, parce que, en tous les cas, le style de Yona, c'est le style le plus, on va dire, universel possible, puisque c'est un hébreu vraiment complètement, ça veut dire, presque, c'est comme si on avait demandé à une IA d'écrire un livre, ça aurait écrit Yona, quoi. Tu vois, ça veut dire c'est un héros complètement. Non, c'est-à-dire que le style, il est complètement dépouillé, il est hyper simple. C'est pour ça qu'on dit à Yom Kippour aussi, je pense, tu vois, c'est n'importe quel juif qui sait à peine sujet verbe complément, ça suffit, tu n'as pas besoin de savoir plus de grammaire que ça, quoi. C'est tout au présent. C'est sujet verbe complément, tu vois, c'est vraiment le livre le plus simple à lire dans le Tanakh de très, très, très loin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est le plus moderne, ça veut dire c'est écrit en hébreu moderne. C'est-à-dire, si tu faisais une retranslittération en hébreu moderne du Tanakh, tu aurais beaucoup de retouches à faire, quoi. En particulier, à mon avis, le pire, c'est Job, ça c'est de très loin. Mais ça veut dire que celui où il y aurait le moins de retouches à faire, c'est clairement Yona, quoi. Il n'y aurait rien à retoucher, à mon avis. C'est de l'hébreu moderne, tu vois, complet, quoi. Je veux dire, c'est limpide et tout ça. Et tu vois, à mon avis, pour moi ça veut dire, tu vois, à mon avis, je vais dire que c'est un signe que c'est écrit par un goy, mais c'est quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire que quand on dit que c'est Yov qui a été écrit par un goy, que c'est une traduction, et c'est pour ça que c'est super compliqué. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté universel, quoi, clairement, tu vois, c'est net que ça veut dire, c'est un côté où il n'y a pas de personnalité dedans, il n'y a pas l'expression d'une identité, etc. Mais ce que je veux dire, à mon avis, tu vois peut-être ça, ce que ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, c'est une fois qu'on a dit Shabbat, qu'on est Motsai Shabbat, on dit Amavdil ben Kodesh Techol, Amavdil ben Israël Amim, etc., Benir Majvi Shetim Maaseh. Ça veut dire, c'est comme si on fait une séparation, tu vois, comme s'il y aurait, voilà, les Juifs sont séparés des Goïm, etc. On fait Shabbat, c'est comme si on est dans un autre monde, dans une autre, comment dire, dans un autre temps. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, malgré tout, on dit en fait, voilà, comme maintenant ça commence dimanche, c'est comme si, tu vois, maintenant, on rentre dans le monde du réel. Et maintenant, en fait, on se réunifie avec l'humanité, en fait. Après Shabbat, on se réunifie avec l'humanité. Et c'est ça le lien de Motsai et Shabbat avec Eliyahu Hanavi. C'est l'idée de Yeshiv Lavavat Albanim. Ça veut dire, au fond, c'est en se réunifiant avec l'humanité, dans ce cas-là de, comment dire, tu vois, de l'universel, qu'en fait, on va retrouver la relation à notre Père, la relation à ce qu'on est en tant que juif, quoi. Ça veut dire, c'est là où ça se joue. Ça veut dire, on fait Shabbat, et voilà, et donc on est, si tu veux, on est juif, etc. En fait, peut-être, c'est du vide, quoi. Shabbat, c'est ça, une relation, en fait, à dire, voilà, on est avec Hachem, etc. Mais en fait, quand est-ce qu'on devient juif? C'est quand c'est Motsai Shabbat, tu vois. C'est quand on rentre dans le monde du réel, etc., qu'on se lie à l'humanité, on veut faire partie de l'humain qui fait avancer le monde, etc. C'est là où est-ce qu'on se rend compte qu'on est juif, quoi. Et c'est là où on se relie avec nos parents, avec Abraham, Isaac et Jacob. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, j'aurais dit une chose pareille, tu vois. Ça expliquerait l'histoire de Jacob et Yosef et tout ça. Tu vois, ça veut dire le rapport, voilà, c'est le rapport à l'universel et tout ça. Et, ça explique, ça veut dire que ça marcherait bien avec cette histoire des 12 tribus, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si Jacob, en réalité, lui, ça veut dire, lui, il a un problème, tu vois. Ça veut dire, c'est pas qu'il a un problème, mais ça veut dire, c'est par rapport à Israël et les nations, en réalité. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, c'est l'universalité d'Israël, c'est le rapport d'Israël à l'universel. Et ça voudrait dire, c'est comme si Yosef, ça veut dire, tu vois, parce qu'on voit bien qu'en fait, ouais, ça veut dire, on voit bien l'histoire. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est que quand Jacob, il va, si on fait un lien avec la paracha, tu vois, ça veut dire que quand Jacob, il va chez Lavan et tout ça, on voit bien qu'en fait, Lavan, il dit, ouais, mais mes enfants, c'est mes enfants, tes enfants, c'est mes enfants, tes femmes, c'est mes filles, tout ça, etc. Ça veut dire, on voit bien, tu vois, en fait, que c'est comme s'il dit, tu vois, en fait, voilà, ça veut dire, c'est vrai que ça veut dire tout m'appartient, mais ça veut dire aussi, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, t'es un goy comme moi, si tu veux. T'es un goy comme moi. Ça veut dire... Et on a l'impression... Tu vois, c'est toute la volonté de Jacob de retourner en Israël, tout ce machin-là. C'est comme si, en fait, Jacob, il arrive à avoir une relation à l'universel qu'à travers les 12 tribus, quoi. Ça veut dire... C'est comme s'il y a une sorte de... tu vois, c'est une modalité tu vois, c'est comme si lui-même, tu vois, on voit bien, même avec Shrem Ben Hamor et tout ça, ça veut dire quand il y a le viol de Dina, tous ces trucs-là, c'est comme si, tu vois, en fait, voilà, ça veut dire, c'est ses frères, c'est ses enfants qui agissent, tu vois, Shimon et Lévi, machin, c'est toujours, tu vois, même quand c'est dans la relation avec Yosef, avec Esav, c'est Yosef qui va truquer, tu vois, ça veut dire, c'est comme s'il a besoin d'une sorte d'intermédiaire pour pouvoir dealer avec la relation à l'extérieur. Ça veut dire, il est pas lui-même capable, en fait, ça veut dire, dans sa relation, quand il est en one-on-one, ça veut dire en relation directe, sans avatar, sans proxy,
à dealer avec les goïms, c'est comme s'il était en fait, ça veut dire il était, c'est-à-dire c'est comme si tu vois il lui manquait quelque chose. Ça veut dire il est pas, ça, je sais pas comment expliquer. Ça veut dire que c'est là où ça devient compliqué. Et le combat avec Esav, tu vois. On voit bien l'histoire de Vaïvater, Yaakov, Levado, avec Ishimo. Et tu vois, quand il y a le combat avec Esav, on dit, ouais, d'abord, il a fait passer toute sa famille et ses enfants, et c'est là où il y a le combat avec l'ange. Comme si, tu vois, il y avait quelque chose, tu vois, qui venait, comme si, tu vois, il y a deux choses. Il y a quand il est avec toute son équipe, tu vois, ça veut dire, ça marche, tu vois, ça veut dire, il a les 12 tribus. On voit bien qu'il veut retourner en Israël que quand il a Yosef. Quand, tu vois, il a besoin d'avoir sa team, tu vois, qu'ils ont, tu vois, ça veut dire, et que eux, ils sont un petit peu en roue libre. Ils n'ont pas l'air d'être tellement des grosses lumières ni rien, mais ça veut dire, au fond, ça fonctionne, quoi. Si tu veux, ça fait buffer, tu vois, ça fonctionne, ça marche, quoi. Et lui, il est protégé là-dedans, tu vois, c'est un peu comme dans un jeu d'échecs où il y a le roi qui est au milieu et que lui-même, tu vois, en fait, s'il reste en one-on-one, il n'a pas vraiment tellement de jeu, mais s'il a des pions autour, s'il a des trucs, alors, tu vois, ça veut dire ça fonctionne, quoi. Mais si jamais il est, tu vois, comme ça, on voit bien avec Esav, même avec Lavan, tu vois, on voit bien qu'en fait, c'est quand les enfants ils naissent, c'est là où ils commencent, si tu vas se révolter, arrêter de se faire bouffer, quoi. Tu vois, je veux dire, ça veut dire, c'est clair, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tant qu'il n'a pas les enfants, tu vois, tout le monde le prend pour un con, tu vois, il travaille gratos pendant 7 ans pour aller ça. Tu vois, il se fait arnaquer comme un malade, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est que quand il y a les enfants, tu vois, qui commencent, tu vois, si tu veux, à sortir un peu la tête de l'eau, tu vois, et tu vois, ça veut dire un machin, et tu vois, et ça veut dire, après, tu vois, on voit bien cette histoire, tu vois. En fait, c'est ça, cette idée, ça veut dire, c'est comme ça veut dire, ce serait des modalités de la relation, en fait, avec, ça veut dire la paternité, ça veut dire à l'identité, ça veut dire, il y aurait, à travers les 12 tribus, ça serait une manière, en fait, si tu veux, tu vois, de faire tenir le monde, ça veut dire qu'il y a Yaakov, ou tu vois, c'est-à-dire une relation à Hachem, elle est envisageable comme ça, comme si tu vois, s'il y a une sorte de proxy, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, et que après ça, il y a les Avot, c'est aussi une manière, tu vois, peut-être un truc comme ça, tu vois. Peut-être un truc, tu vois, ouais. C'est comme si en fait il avait besoin de se décharger en fait du devoir si tu veux d'être la suite des patriarches justement. Une fois qu'il a ses enfants, il s'est déchargé de ça. Et une fois qu'il a des enfants, donc c'est comme si on voit bien qu'il dit voilà quand il pense que Yosef il est mort, il n'arrive pas à se consoler et tout ça. C'est comme s'il avait un devoir par rapport à ses parents de se décharger de continuer la massorette, si tu veux, de continuer si tu veux, ça veut dire la lignée juive. Et une fois qu'il s'est déchargé de ses devoirs, alors à ce moment-là, si tu veux, c'est comme s'il il était libre, quoi. C'est là où est-ce qu'il peut être un père, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, il est libre, il peut retourner vers lui. Tu vois, ça veut dire vers l'humain, vers le truc, il peut dealer avec l'égoïsme, il peut dealer avec ça. Mais d'abord, tu vois, c'est comme s'il il avait un besoin de se décharger de son devoir d'avoir des enfants, tu vois. C'est, tu vois, tu vois, c'est quand il y en a un qui lui dit voilà, Yosef qui est mort, alors pour lui, tu vois, c'est impossible, ça veut dire, tu vois, c'est la tragédie, il veut pas se consoler. Tu vois, c'est un truc comme ça fonctionne, on a l'impression que ça fonctionne comme ça, quoi. C'est comme, tu vois. Et moi, je pense dans la halakha, ça fonctionne un peu comme ça veut dire aussi, ça veut dire, c'est en fait, c'est pour ça, tu as l'impression vraiment que tu peux t'exprimer vraiment en liberté quand tu étudies, que si tu fais toutes les mitzvot, tu vois, c'est comme si tu vois les mitzvot, c'est comme les enfants, tu vois, voilà, ok, j'ai mis les tuilines, j'ai fait la tuilage, je fais Shabbat, je mange kasher, je fais ça, etc. Donc maintenant, si tu veux, je vais étudier la Gemara, tu vois, ça veut dire, et je veux dire, tu vois, et ça veut dire, je veux dire n'importe quoi, parce que tu vois, c'est bon, tu vois, ça veut dire, voilà, je suis déjà déchargé, si tu veux, de mon devoir d'être juif, à travers mes mitzvot. Donc maintenant, je peux être humain, quoi, et donc je peux réfléchir. Et tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, tu vois, non, mais c'est sûr, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est un truc à réfléchir, tu vois, ce que ça veut dire. Je sais pas, tu vois, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas, tu vois, ça serait ça, peut-être les 12 tribus, ça serait ça. Après ça, tu vois, les 3 avots, les 7, les Maot et tout ça, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. En tout cas, bon, j'avance, tu vois, j'avance sans avoir arrivé à quelque chose de clair, mais je vais essayer d'avancer quand même un petit peu. Voilà, donc en tout cas, c'est ça ce qu'il veut dire. En tout cas, au niveau de la texte, ça veut dire au niveau de ce que veut dire, c'est les choses à quoi il fait référence, c'est ça, c'est la mida d'Yesod, que c'est la base, que c'est en fait que c'est lié à le Yosef, c'est lié à la sexualité masculine, c'est lié à la paternité, et voilà. Et donc c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire en fait
que voilà, que les 12 tribus, ça veut dire, tout ça, c'est des rapports à la paternité. Et c'est ça ce qui fait tenir le monde. Voilà. Mais à mon avis, encore une fois, l'idée, c'est que ce rapport à la paternité, il est justement quand c'est comme si c'est un devoir qu'on a à faire. Ouais, ça serait vraiment ça, quoi. La sorte de Kibud Avahem, ça serait en fait une sorte, tu vois, de devoir. Tu vois, c'est comme, ouais. C'est ça, quoi, en fait. C'est comme s'il fallait se décharger, en fait, du fait d'être un enfant, d'être le fils de quelqu'un, pour pouvoir, en fait, tu vois, pour pouvoir vraiment être soi-même. Et en étant soi-même, c'est là vraiment où on devient le fils de son père, quoi. Tu vois, c'est comme s'il fallait, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça voudrait dire ça. Tu vois, ça voudrait dire ça. Tu vois, et là, je pense qu'il y a vraiment une super grosse analogie avec la sexualité masculine, quoi. Parce que tu vois, c'est comme si un mec, tu vois, il a besoin d'éjaculer pour, tu vois, se décharger. Et qu'après, tu vois, en fait, c'est là où il redevient lui-même. En fait, tu vois, c'est à ce moment-là, en fait, il se colle à sa femme, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, que quand il dit, voilà, et quand il dit les brachot des seins et du vagin et tout ça, ça veut dire qu'à travers Yosef, c'est comme il s'était vraiment déchargé de sa responsabilité qu'il avait par rapport à ses parents. Tu vois, d'avoir un fils, tu vois, qui continue, etc. Et que finalement, maintenant, tu vois, il pouvait être lui-même. Et dans ça, en fait, si tu veux, il pouvait vraiment, si tu veux, se reconnecter avec sa femme ou avec sa mère ou un truc comme ça. Et que ça serait ça ce qu'il y aurait dans la sexualité masculine, tu vois, un truc comme ça. Il y aurait, en fait, ça veut dire, c'est comme si dans la sexualité masculine, il y aurait la nécessité, en fait, de se décharger d'un devoir. Et que tant qu'on ne s'est pas déchargé de ces devoirs, en fait, on peut pas vraiment, ça veut dire, on peut pas vraiment se retrouver soi-même ou un truc comme ça, tu vois. Ça voudrait dire un truc pareil, tu vois. Tu vois, et c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que nous, Shabbat, on a fait Shabbat. Et ça serait après qu'il y a un avis, c'est on a fait Shabbat, on s'est déchargé de notre devoir. Donc maintenant, on peut vraiment, tu vois, être des êtres humains, quoi, etc. Ça veut dire, voilà, faire du business et commencer à arnaquer le monde et tout ça, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça sais rien, tu vois, ça veut dire. Non, c'est marqué, je te dis, c'est marqué après j'arrête, mais c'est marqué dans le comment ça s'appelle, dans le Yahavets, dans le studio du Yahavets, parce que les Ashkenazim, après le Motsai Shabbat, ils disent le Mizmor, je sais pas, 130, 127, ou je sais plus quoi, qui dit, tu vois, il dit, celui, tu vois, qui fait la louange de celui qui travaille, tu vois, ça veut dire, il y a marqué là-bas, Shtera Grifen Poria, mais avant ça, comment ça commence, il y a marqué, ça veut dire, Shalamalot, ouais. C'est pas Shifté Maïm? Non, c'est pas, tu vois, c'est Shir Amalot, c'est un Shir Amalot. Shir Amalot, Ashka Gever, Yere Hashem. Je pense que c'est ça, c'est Ashka Gever. Ashka Gever, c'est Shir Amalot. Laviné. Non, je trouve. Alors, attends, ouais. Je vais faire, si tu veux des secondes. Mais ça veut dire, c'est un Mizmor, c'est le Mizmor qu'ils font avant de commencer à faire à la fin de Veitel Lecha Elokim et Shema Mishmane Haaretz. Tu vois, le Mizmor qui se termine Shalom Urevanim Evanecha Shalom Israël. Tu vois, je pense que ça. Ashri Kol Yireh Hashem, c'est le 128. Tu vois, c'est Ashri Ma'alot, Ashri Kol Yireh Hashem, Olech Midrachav, Yegia Kapecha Kitochel, Ashrecha Vetovlach. Ça veut dire, les Ashkenazim disent ça après le Veitel Lecha Elokim. Tu vois, Ashri Hashem Olech Midrachav, Yegia Kapecha Kitochel, ça veut dire le travail de tes mains que tu vas le manger, Ashrecha Vetovlach, heureux es-tu, c'est bon pour toi. Eshtecha Kefen Poria, etc. Ta femme va se réjecter, il écrit un voir Geva Yireh Hashem. etc. Mais il dit, tu vois, dans le Yahavet, il dit, pourquoi est-ce qu'on dit ce Mizmor, pourquoi est-ce qu'on institué de dire ce Mizmor Motsei Shabbat? Alors il dit, parce que quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire, un juif, il finit Shabbat, en fait, les mains, c'est le premier réflexe qu'il a, c'est de dire, quelle arnaque je vais faire maintenant, tu vois. Et donc, ça veut dire que, tu vois, quand on lui dit non, tu vois, ça veut dire, le travail de tes mains que tu manges, et ça serait bien, ça veut dire, si tu veux, comme maintenant c'est Shabbat, tu vas faire partie de l'humain, tu remontes dans le monde du travail. Ça veut dire, aime le travail, quoi, pas les embrouilles, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, et c'est comme ça qu'il dit le Yahavets, tu vois. C'est pour ça que ce Mizmor, il a été là, c'est pour encourager les Juifs à travailler et pas à commencer à faire des magouilles. Et tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire que la première action, tu vois, ça serait de faire des magouilles.
Tu vois, tu vois, j'avance. Bon, je ne suis pas clair dans cette histoire-là. J'ai l'impression que tu vois que ça veut dire. Je pense aussi que dans cette histoire de Motsei, dans cette histoire-là, il y a aussi que l'idée, c'est que il n'y a pas de travail sans magouille, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Tu vois, c'est ça le secret de l'histoire. Tu vois, je pense aussi ça. Je pense qu'il y a aussi ça. C'est possible, en fait, quand même, le rapport au Hémet, il marche de cette manière-là, quoi. C'est comme si, tu vois, ça veut dire, pour avoir une relation à la vérité, tu vois, parce qu'il y a, à mon avis, c'est Isha Hémet, etc. Ou Yaakov, c'est Isha Hémet, ce qu'on veut, tu vois, mais c'est comme, en fait, t'es obligé, en fait, de vendre quelque chose, quoi. Tu peux pas chercher une vérité sans malhonnêteté, quoi. Tu es obligé de donner une part à quelque chose qui est malhonnête et en fait, tu vois bien que l'Iranavi, c'est un peu ça. Ça veut dire, il y a un côté comme ça, tu vois. Tu vois, ça montre la difficulté, l'impossibilité de la vérité pure à exister dans ce monde, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est, tu vois, c'est-à-dire, Shabbat, tu peux être dans le Hémet parce que c'est Shabbat, parce qu'il n'y a rien, si tu veux, etc. Mais quand tu rentres dans le monde de l'action, tu vas devoir, de toutes les manières, si tu veux, tu vas tu vois, tu dois faire des embrouilles, tu vas devoir faire, même pas des embrouilles, mais tu vas devoir, en tous les cas, te compromettre d'une certaine manière, quelque part. Il n'y a pas de possibilité. Tu vois. J'ai pas envie de dire plus, mais ça veut dire si tu veux, dans un des vues ultimes de Motsei Shabbat, que qui a un grand sens kabbalistique, etc., que tu vois, c'est dans certains Sidourim, dans les Sidourim Ashkenazia, tu vois, il y a cette histoire-là où, tu vois, où Eliyahu Hanavi, si tu veux, en fait, il conseille à quelqu'un de faire des magouilles pour se faire, on va dire comme ça, pour se faire de l'argent, quoi. Et tu vois, je vais pas dire de quel livre il s'agit, mais voilà, quoi. Ça veut dire un truc comme ça. Si tu regardes, tu vois, dans les Sidourim Ashkenaz, tu le trouveras, tu vois. Tu vois, moi j'avance sur ça, mais donc je sais pas exactement, mais je pense que c'est un truc comme ça, tu vois, c'est une fois que tu as la vérité, tu peux trouver la place justement tu vois, en fait, au magouille, tu peux trouver la place, ça veut dire, tu vois, c'est l'idée, c'est tu peux pas être que honnête et rester dans la madriga de Shabbat toute la semaine, c'est impossible, sinon c'est inviable, mais en fait, ça veut dire une fois que tu as fait Shabbat, tu peux trouver la limite, tu vois, qu'il faudrait avoir par rapport tu vois, ça veut dire le degré d'honnêteté, de malhonnêteté, tu vois, ça veut dire, c'est tu crées tu vois, ça veut dire, voilà, tu peux garder, justement parce que tu as cherché le Hémet, alors tu peux maintenant jouer avec le Hémet, quoi. C'est un peu comme ce que Jacob il fait, des choses pareilles. Non, bref, j'avance. Désolé d'être parti complètement en bruit comme ça, mais ok, donc, on va quand même finir le truc. Donc, mais en tout cas, bon, c'est sûr que c'est une question difficile. Ça veut dire, le rapport à la paternité, on voit bien que dans le livre, en réalité, c'était une question centrale qu'il avait depuis le début dans le Sefer, sur la Mida du Yesod, et qu'il n'arrête pas de faire allusion à cette Mida du Yesod, qui est liée à la paternité, etc. Et c'est un peu, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais je pense comme ça. Je pense que l'idée, ça serait vraiment qu'il y a peut-être cette idée-là, qu'on doit se dédouaner, en fait, justement, d'un rapport qu'on a par rapport à son propre père, soit en ayant des enfants, soit en faisant les mitzvot ou des choses comme ça. Et c'est en fait à ce moment-là qu'on se retrouve soi-même. Et quand on se retrouve soi-même, c'est là où est-ce qu'en fait on est la continuation de son père, quoi. Ça serait ça l'idée, tu vois. C'est ça et c'est ça du truc du Talmud. C'est tu vois, tu fais les mitzvot, tu fais la halacha. C'est une sorte de chova que tu dois faire. Et c'est à travers cette chova que maintenant tu peux regarder la Mishnah en face et dire, mais moi en tant qu'être humain, en tant que babylonien, en tant que français, en tant qu'américain, en tant que ce que tu veux, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et tu vois, et poser toutes les questions que tu veux et remettre en doute et réinterpréter comme tu veux. Tu vois, parce que en fait, si tu veux, comme tu as déjà eu des enfants, tu t'es dédouané de ton devoir d'être, si tu veux, d'être la continuation de tes parents, quoi. Et en fait, c'est dans cette remise en doute que finalement, comme je dis, tu retrouves tes parents. En fait. Tu vois, en fait, c'est plus là-dedans que tu vas être. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ouais. Moi, j'avance, tu vois. Ok, donc, je dis donc, je suis voilà, donc je reprends à partir de la page Resh Nun, la deuxième colonne, je pense comme ça. Donc, il dit, il disait, donc, les autres sadikim, où je reprends à partir de Resh Nun, première colonne, ça veut dire que ce soit donc les patriarches ou les tribus qui soient les colonnes de la terre, Moshe Yesod l'Israël, comme ils sont la base pour Israël, Kachem Yesod Laolam, donc ils sont la base du monde, Be'aretz Omeded Alehem, et le monde, la terre, elle tient sur eux. Aval Shar Tzadikim, Enam Huim Shuyem Yesod Ve'amud Va'aretz, et donc selon la vie de Chachamim, les autres Tzadikim, bien qu'ils rentrent dans le guéder de Tzadik Yesod Olam, on ne peut pas dire que ce sont eux la base et le socle de la terre, Shikol Haolam, qui est tout le monde, qui aime Avod Vashvatim, qui Ma'avod Vashvatim, si ce n'est les patriarches et les tribus, qui Bamash et Avod Amika Haolam, parce que le fait qu'ils sont des patriarches, ils sont
le principal du monde. C'est pour ça, les Kaham Yesod Haolam, c'est pour ça qu'ils sont la base du monde. Mais d'avoir osé Baruch, cette chose-là est très claire. Donc, à mon avis, c'est ça ce qu'il veut dire. Il y a un côté universel dans les patriarches. Ça veut dire, il y a un côté universel dans les Shvatim. Et c'est à travers, justement, ça qui sont les patriarches du peuple d'Israël. Parce qu'on dit que c'est la vote Haolam qui sont la vote du clan d'Israël. Mais ça veut dire que le peuple d'Israël, en fait, il est dans le chemin des Havot quand, en fait, il s'ouvre sur l'universel de l'humanité, quoi, de l'humain. Mais il peut le faire que si, en fait, tu vois, il s'est dédouané, on va dire, de son devoir de continuation. Rabbi Eliezer ben Shammua et Rabbi Ben Shammua Omer à la Moud Haïcha. Donc lui, Rabbi Eliezer ben Shammua, il dit pas, c'est pas lié. En fait, il veut lier l'histoire de la base qui n'est pas nécessairement avec l'histoire de la paternité. Sauveur qui arrête, c'est Shlach Dvikud Boïd Barach à l'idée de Sadik Echad. Donc il pense que la terre elle est collée en fait avec Hachem par un seul Sadik. Le match arrête Sitna Livne Adam parce que la terre elle a été donnée aux hommes. Veyesh Bevne Adam Sadik Echad. Il y a parmi les hommes injustes. Arrête qui arrête, c'est Shlach Chibur El Sadik. Ça veut dire que la terre elle est reliée au Sadik. Elle est la Sadik qui est Shlach Chibur El Hachem Barach. Et par le Sadik elle est liée en fait, elle est reliée à Kadosh Baruch Hu. Parce que les tzadikim ils sont collés à Kadosh Baruch Hu, ils ont mal à tzadik parce que c'est le niveau du tzadik. Donc il se trouve que le monde il tient sur un seul tzadik. Ils n'ont pas voulu dire, il n'a pas voulu dire comme l'autre avis à l'Yudbet Amoudim sur 12 colonnes, à Shiva Amoudim sur 7 colonnes, les Shotam Menam Baolam Hazé, Avalem Baolam Haba. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout ça, en fait, c'est pas dans le Olam Hazé, c'est dans le Olam Haba. Ça veut dire ces diffractions, etc. Ce sens, on va dire, ça veut dire tu vois, ça veut dire cette relation au vécu, ça veut dire cette renouveau, ça veut dire le fait que, voilà, il y aurait une diffraction, l'humain, en fait, il existe en tant qu'individu, en tant qu'identité que dans le Olam Haba. Puisqu'on a bien vu que l'idée du Olam Haba, c'est comment est-ce que la chose, elle a été vécue au présent. Tu vois, c'est le Olam Haba, c'est comment est-ce que le présent, il devient éternel. Et donc, il se fait par rapport, en fait, au vécu en fait du présent, c'est ce qu'on avait expliqué déjà avant, tu vois, avec l'histoire que tu écrit d'avant, etc. Donc ça veut dire le fait que Yaakov, il a eu 12 enfants ou que, tu vois, il y a eu 3 patriarches, c'est Abraham, Isaac et Yaakov, etc. C'est quelque chose, en fait, qui a une réalité dans le Olam Haba. Mais dans le Olam Hazé, en réalité, ce qui veut dire, c'est que l'unité d'Hachem avec le monde, en fait, elle est intrinsèque et elle est, on va dire, intrinsèque, elle est organique et que le tzaddik, c'est celui, en fait, qui se réunifie avec l'unité d'Hachem qu'il y a dans le monde et qui la réunifie, on va dire, avec on va dire, la Shekhinah qui est au-dessus du monde, tu vois, toute cette histoire-là. Et en fait, dans cette réunification, en fait, il peut y avoir qu'une seule colonne, quoi. Il peut y avoir que, en fait, une unité et pas, en fait, pas, en fait, de paternité, on va dire, pas d'histoire, en fait, tu vois, quelque chose, en fait, qui serait constamment un retour au présent, quoi. Mais que c'est ça ce qui fait, tu vois, c'est à travers ça que le monde y tient, quoi. Comme on avait vu, tu vois, c'est que l'idée, c'est encore une fois, c'est que tu vois, le monde matériel, il peut tenir sans le monde spirituel. Ça veut dire, puisqu'on voit que le monde, il a existé avant la Torah, enfin dire, avant que la Torah soit donnée dans le monde, en tous les cas, et que d'une certaine manière, avant que le peuple d'Israël existe, etc., avant que Abraham existe. Mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il ne tient pas. Ça veut dire, dans le sens où, tu vois, ça veut dire, comme on dit, il n'y a pas d'unité dedans, il n'y a pas de sens, donc c'est du chaos. Et donc, c'est quelque chose, en fait, qui n'arrive pas, si tu veux, même à se maintenir. Pas simplement avoir une direction, mais même, en fait, à se maintenir comme étant quelque chose de cohérent. Et pour qu'il y ait une cohérence, c'est ça ce que ça s'appelle Yatsiv, ça veut dire donner au monde une stabilité, une structure, en fait, qui soit pas, en fait, floue, qui soit pas, en fait, branlante. C'est ça la traduction qui est, ce que il s'appelle le grafouille, ça veut dire quelque chose qui est branlant. En fait, c'est comme on a dit avec le schéma, qu'on dit le schéma, après on dit Emet Veyatsiv, c'est que le monde, avant qu'on reçoive le schéma, il est on dit Otser Ameorot, mais le monde, il est pas considéré encore comme fixe, Yatsiv, tant qu'on n'a pas dit Hashem Elokechem Emet, ou le schéma Israël, on n'a pas reçu la Torah. Et c'est ça l'histoire qui veut dire ici, ça veut dire que le tzaddik, il réunifie le monde, tu vois, à travers ses actions, à travers la tefila, etc. Donc, il donne au monde une cohérence qui lui donne une stabilité. Mais cette stabilité, en fait, elle est que de l'ordre du présent, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire c'est une stabilité qui est renouvelée à chaque instant, et donc qui est pas de l'ordre de l'histoire, qui est pas de l'ordre, tu vois, des 12 tribus d'Israël, de ce que tu veux, tu vois, d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est de l'ordre, en fait, tu vois, ça veut dire c'est un présent renouvelé, où, en fait, si tu veux, le monde, dans son existence, il est réunifié à Hachem. Et en fait, dans ce Olam Hazé, c'est ça ce qui fait tenir que le monde y tient, parce que le monde y tient sur le Olam Hazé, comme ça. C'est-à-dire dans le Olam Hazé, c'est un présent continuel.
Et l'histoire, en fait, et le sens de l'histoire, le sens de l'humain, c'est quelque chose qui est lié, tu vois, au Lamaba, puisque, comme on a vu, c'est que dans l'éternité. L'histoire, c'est déjà redonner une sorte d'éternité au présent. Et ça, ça existe vraiment que dans le Lamaba. Dans le Lamazé, on vit dans un présent perpétuel. Tu vois, en fait, sans histoire en réalité, tu vois, un truc comme ça. Donc, ça peut être que du 1, etc. Tu vois, okay. Bref, tu vois, ça veut dire. Bref, tu vois, je parle pas, c'est ça ce que ça veut dire. Et bon, voilà. Donc, c'est ce qu'il dit, donc, il dit, Arek Kol Echad Min HaChamim. Donc, voilà, donc, je prends, je sais pas, je reste une bête. Arek Kol Echad Min HaChamim, Aya Ma'ale Et Haaretz, Umechaber Ota El Hashem Yitbarach. Donc, il se trouve en tous les cas que, quels que soient les sages, s'il y en a qui ont donné l'importance au patriarche, l'autre aux tribus, et l'autre qui dit simplement un seul tzaddik, etc., ou bien que l'autre qui apparaît sur les montagnes, et le souffle, etc., comme on a vu le premier avis qui parlait sur les montagnes, le souffle et compagnie. En tous les cas, en tous les cas, ils expliquent comment est-ce que le monde, il est réunifié avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire avec la Shrina qui est au-dessus du monde, Hashem Mekayem U'Ma'amid Kol HaNimtzaim, et qui fait tenir et donne, on va dire, comment dire, une stabilité à tout ce qui existe. Donc, Asricharetz Kibo à la Hashem Yitbarach, ça veut dire que pour avoir une stabilité, la Terre elle a besoin d'avoir une connexion quelconque avec Akadosh Baruch Hu. Et chacun des sages, en fait, il explique comment est-ce que la Terre elle peut se relier à Dieu. Chez Betachit Mata, alors que la Terre elle est en fait dans ce qu'il y a de plus matériel. Elle Hashem Yitbarach vers Hashem, ça veut dire le Dieu qui est au-dessus de la matière. Chez Omekaem Akol, qui est le même Dieu évidemment, mais chez Omekaem Akol qui fait tout tenir. Aliédé Emtsaïm, donc mais ça passe par des intermédiaires. Puisqu'en fait, c'est ce qui fait tenir la Terre, c'est la réunification d'Hachem avec le monde et du monde avec Hachem. Donc, comme on a vu, ce mouvement en fait perpétuel, tu vois, comme le mouvement de l'eau avec l'évaporation de l'eau et la pluie. Mais en tous les cas, donc ça veut dire que ce qui fait tenir, ce qui donne une sorte de, ça veut dire de stabilité. Donc, c'est par des intermédiaires. Voilà, qui sont comme les nuages ou des choses comme ça. Donc tout ça, ce qu'on a décrit, c'est comme des intermédiaires entre l'état de l'eau qui est dans la terre et l'eau qui est en fait qui s'évapore et qui monte dans les cieux. Donc c'est des intermédiaires. Il y a donc il dit donc tout passe par des intermédiaires. Que la terre elle est réunifiée elle est unifiée elle est connectée à eux. Eux ils se connectent à Hachem, comme nous avons dit. Car chez Faresh, et c'est ainsi qu'il faut expliquer, c'est très clair. Ok, donc maintenant il dit donc encore une fois, il répète le mot Yesod à chaque fois, il dit dans tous les cas que le Mamar c'est une des bases de la sagesse, qui a Hacham Azer Atzal et Kaché Haaretz. Donc, puisque le sage qui a écrit ce Mahamar, je ne sais pas lequel, je pense que le premier qui a commencé à parler dans cette histoire, c'est, j'ai oublié, je reviens une seconde, c'était. Ce qu'il dit à Chacham Azé, je ne sais pas qui est le Chacham, tu vois. Donc, il veut dire le premier, c'est-à-dire Rabbi Yossi, Omer. Rabbi Yossi qui avait dit malheur aux créatures qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont, etc. Donc, encore peut-être qu'il veut faire aussi une allusion à ça avec Yosef, qui est Yosef Hatzadik, tu vois, Rabbi Yossi, tout ça, peut-être. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, c'est bizarre qu'ils disent ça, tu vois, qu'ils disent Chacham Azé, tu vois, on n'a jamais vu dans le livre quand il parle d'un passage de la Gemara, il dit ce sage-là. Donc, ça veut dire, tu vois, a priori, tu vois, s'il dit Rabbi aussi, c'est à cause que Yosef, c'est le tzaddik et c'est de l'âme. Puisque ce sage-là, il a voulu relier la terre, qui est la finalité de l'existence. Puisque c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, des mondes les plus inférieurs. C'est pour ça, en fait, qu'il relie le monde à travers des niveaux qui sont les uns au-dessus des autres. Peu importe ce qu'il veut dire par là, tu vois, il veut, ok, j'ai pas envie d'entrer, ça veut dire peu importe, tu vois, il veut dire grosso modo que c'est ça, en fait, le travail du tzaddik, quoi. C'est-à-dire, le tzaddik, c'est celui, en fait, qui va faire rentrer c'est-à-dire, c'est sûr que tu vois qu'Hachem, il est partout, et qu'Hachem, il est echad, etc. Mais en réalité, comme on va dire, ça, c'est au niveau, en fait, c'est comment est-ce que, c'est dans un mouvement, ça veut dire, comme on appelle, ça veut dire, pour l'homme, c'est ce qu'il voit, on va dire. L'homme, en fait, il doit voir l'unité d'Hachem partout. Mais en réalité, comment est-ce que Hachem, il se dévoile dans le monde? Ça veut dire, si on parle, tu vois, du point de vue d'Hachem ou d'un point de vue transcendant, en réalité, la transcendance, elle se dévoile dans le monde à travers des intermédiaires. Et donc, en fait, le tzaddik, il doit réunifier, en fait, ça veut dire cette transcendance à la manière dont elle est dévoilée dans son état final
dans un monde, on va dire, qui est morcelé, mais où on retrouve l'unité. En tous les cas, il doit donc, l'idée, c'est qu'il doit réunifier, en fait, le monde, ça veut dire la Shrina telle qu'elle est dévoilée dans un monde morcelé, à sa source, à travers les intermédiaires. Tu vois ce que ça veut dire? Ça, c'est un concept de Kabbalah. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée des mots de la Tfila qui montent vers Hachem et qui, en fait, réunifient le monde à travers nos actions, etc. Et toutes les mitzvot qu'on fait, c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est des intermédiaires qui, en fait, voilà, qui réunifient Hachem avec sa source, c'est-à-dire le monde avec sa source plutôt. Et voilà, et parce qu'en fait, c'est parce que, encore une fois, bien qu'Hachem, il est partout, et donc, a priori, tu pourrais dire, voilà, ça sert à rien de faire les mitzvot. Oui, mais c'est vrai, pour nous, Hachem, il est partout, et c'est comme ça qu'on doit le voir. Mais en fait, Hachem, on va dire, dans son essence la plus spirituelle, en réalité, le rapport qu'il peut avoir avec le monde matériel, ça peut venir que par des intermédiaires. Et donc, le rôle du tzaddik, c'est de, comme il s'est donné une base au monde, et comment est-ce qu'il fait ça? C'est justement en créant ces intermédiaires, en faisant remonter ces intermédiaires vers Hachem. Je vais faire un lien pour la prochaine semaine, c'est ça les anges de l'échelle qui descendent et qui montent et qui descendent. Tu vois, c'est à travers les actions de Yaakov, les anges ils montent et puis ils redescendent. Tu vois, c'est des intermédiaires à travers toutes les barres de l'échelle. Tu vois, c'est une idée comme ça, tu vois, c'est ça l'idée du tzaddik Yesod Olam, c'est ce qu'il veut dire, quoi. Tu vois, donc, mais bon, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, pour nous, c'est un peu du chinois et c'est un peu compliqué. Peu importe, tu vois, et ça veut dire, c'est pas notre. L'idée, c'est qu'au fond, c'est encore une fois, c'est le moins tu comprends, le mieux ça marche, tu vois. Et ça veut dire, c'est ça l'idée générale, quoi, c'est vrai. Parce que tu vois, c'est un peu comme on a dit, tu vois, c'est ça, ça veut dire, tu veux pas comprendre. Tu vois, comment est-ce que si tu vas faire le loulav, tu prends le loulav pendant le premier jour de Sukkot et les 7 jours de Sukkot, voilà, tu fais un comprendre ou le moins? Le mieux ou le moins? Je pense que le moins on comprend, le moins on comprend, le moins. Le moins on comprend, c'est mieux ça. J'ai compris, j'ai cru entendre le mieux on comprend. Non, je pense que le moins on comprend, le mieux ça marche. Parce que tu vois, c'est grosso modo, c'est comme c'est quelque chose, en fait, comme on a vu, c'est comme on doit se dédouaner. En fait, donc tu vois, ça veut dire l'idée, c'est qu'il faut faire l'action. Et en fait, la pensée là-dedans, le plus on en a, en fait, le moins c'est bien parce qu'en fait, d'une certaine manière, en fait, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que le moins on comprend, le mieux on comprend? Oui, d'une certaine manière, exact, c'est possible, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'en fait, si tu veux, ce que tu dis, c'est exactement ça, puisqu'en fait, l'idée, c'est, comme tu dis, l'idée de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, toutes les mitzvot, ça veut dire les mitzvot qui sont liés au temps et à l'espace, en fait, c'est des actions qui sont là pour réunifier la matière, si tu veux, le monde à Hachem, tu vois, c'est ce qu'il te dit, à travers ces intermédiaires. Maintenant, toi, t'es pas une plante, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour comprendre le loulav, il faudrait que tu sois toi-même une branche de palmier ou un hétrog ou un truc comme ça. Or, t'es pas ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, voilà, donc si toi, tu commences à te mettre à la place d'un hétrog, je sais pas exactement si on voulait vraiment, mais c'est ça ce qu'il faudrait faire. Pourquoi se mettre à la place d'un hétrog? On peut pas se mettre à la même. Tu as très bien compris. L'hétrog, il est assez intelligent lui-même pour remonter vers Hachem. Donc, toi, en fait, tu vois, et c'est toi, si tu commences à te mettre à la place du hétrog, à lui dire quoi faire, en fait, tu vois ce que je veux dire, tu vas faire tu vas faire plus de mal que de bien parce que tu veux pas être aussi intelligent qu'un hétrog, si tu veux. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, dans son créneau, exactement. Donc voilà, donc laisse le hétrog faire son travail et c'est très bien. Tu vois, c'est ça l'histoire. Et Tfilin, c'est la même chose. Ça veut dire, tu veux pas comprendre vraiment, tu vois, la peau du machin, pourquoi ce parchemin avec cette encre, ces lettres et tout ça. Ça veut dire, eux, ils savent exactement. Ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, c'est l'action elle-même, elle se reconnecte à Hachem par elle-même. Tu vois, alors si toi, tu commences à dire, oui, moi, je vais orienter ça comme ça, etc., tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est sûr que tu seras plus bête que l'ange qui doit faire ce travail à ta place, quoi. Toi, fais ton action, c'est ça le truc. Le moins tu comprends, le mieux ça vaut, parce que les anges, ils s'en occupent, si tu veux. Et toi, tu vois, ça veut dire, tu vas recevoir les brachot, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Et, tu vois, puisque Hachem, il fait descendre la Shrina, toi, tu as reconnecté la Shrina avec le monde avec la Shrina, donc Hachem, il fait descendre la Shrina sur toi, et il t'amène une bracha spirituelle et matérielle, donc n'aie pas peur. Et par contre, si tu commences à vouloir dire, oui, mais je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, tu vois, je pense que les gens se disent, c'est quoi cette ici? Tu vois, c'est pour ça, mais même dans la Tvila, c'est comme ça, comme je te dis, c'est que tu vois, c'est que, comme on dit le Nefesh HaChaim, il dit en fait qu'un homme, quand il fait la Tvila, il ne doit pas chercher vraiment à comprendre le sens des mots, il doit simplement dire, je dis ces mots vers Hachem, tu vois. Et d'une certaine manière, c'est sûr que c'est pas bête. L'impasse, d'ailleurs, c'est quand on cherche, c'est même une impasse de chercher la compréhension. C'est le domaine des philosophes, par exemple, qui vont chercher, qui veulent comprendre, mais ils arrivent comme au Pardès. Ils se perdent et ils meurent. Et ils connaissent rien, sauf si tu en sors. Ouais, si tu veux, mais bon, il faut quand même comprendre. Non, mais je pense que dans l'étude de la Torah, c'est différent, tu vois. C'est-à-dire, voilà, quand même, encore une fois, non, la Torah, c'est autre chose.
Voilà, l'étude à la base, c'est vouloir comprendre. Mais c'est ça le truc. Mais l'idée, c'est que c'est bicéphale comme système. C'est bicéphale comme système. Ça veut dire, dans le monde de l'action, le moins on comprend, le mieux ça vaut. Maintenant, dans le monde de l'étude, au contraire, c'est tout. Si tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Tu vois, ça veut dire, le plus tu comprends, le plus tu as fait la mitzvah. Dans quel monde? Dans quel monde? Dans le monde de l'étude. Dans l'étude. Dans le monde de l'étude. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est le cadre de l'étude, bien sûr. C'est là, parce que dans le cas de l'étude, c'est complètement. Et c'est là où, en fait, si tu veux, l'étude elle est plus liée au Lamaba, parce que c'est là, en fait, on peut vraiment exprimer ou faire vivre notre personnalité, notre présent, notre existence. Bien sûr. C'est ça, tu vois, c'est ça le sens, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et ça, en gros, ça serait une modalité, tu vois, de la relation au fils ou au père. Et ça veut dire comment est-ce qu'un homme, encore une fois, la paternité, c'est une relation à la sexualité masculine, où ça fonctionne comme ça, tu vois. Ça fonctionne en fait comme si tu dois te dédouaner de quelque chose pour pouvoir en fait te libérer, tu vois, et ensuite exister, tu vois. Et c'est quelque chose comme ça, tu vois. C'est manienne, tu vois, c'est intéressant comme idée, genre ça. Mais on voit que ça marche comme ça. Et l'idée, c'est voilà, c'est parce que tu peux pas être plus intelligent que les trocs, quoi. Je pense que si tu veux faire un lien avec l'intelligence artificielle, tu peux. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, l'intelligence artificielle, ça fonctionne exactement comme ça. C'est comme si un homme, il voudrait en fait, ça marche comme la Kabbalah. C'est comme si un homme, il voudrait comprendre, il voudrait en fait orienter par ses intentions, ça veut dire la Shekhinah vers la Shekhinah, tu vois, et qu'en fait, ça veut dire, en fait, comme il n'est pas à la place du Hétrog, il n'est pas à la place des Tfilin eux-mêmes, il n'est pas à la place du jour du Shabbat lui-même. Donc, quelle que soit l'intention qu'il va donner, en fait, il va fausser, il va tu vois, ça veut dire même s'il a l'impression d'être dans le vrai, en fait, il sera toujours faux, quoi. Et c'est comme l'ordinateur, quand tu demandes à l'intelligence artificielle une réponse, en fait, tu vas voir maintenant, c'est super impressionnant. J'ai une super expérience avec l'intelligence artificielle. Là, je vois quand tu arrives, après, je vais raconter, c'est un truc, tu vois, incroyable. Mais tu vois, mais tu vois, mais c'est sûr que ça veut dire les capacités de calcul de l'intelligence artificielle sont vachement augmentées, super incroyable, ça veut dire incroyable. Mais tu vois, mais il y a quand même un côté complètement. C'est même pas que c'est faux, c'est que tu vois, c'est que ça peut pas juger qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quoi. Et c'est très intéressant, mais c'est super intéressant, mais voilà, mais je pense que c'est la même chose. C'est quand quelqu'un il va essayer d'avoir des kavanot de Kabbalah dans Conférence et Mitzvot, en fait, si tu vois, c'est exactement comme l'intelligence artificielle, ça veut dire il peut, tu vois, avoir calculé tout, etc., même savoir quel ange est les sourcils et quel nom et ça et ça et ça. Mais en fait, tu es faux fondamentalement parce que t'es pas un hétrog, toi. T'es pas un hétrog, t'es pas un loulav, t'es pas des tfilines, t'es pas un shabbat, tu vois, tu es que celui qui, tu vois, qui amène ça devant Hachem. Donc, tu peux pas être, tu peux pas comprendre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc, mieux vaut accepter le fait de ne pas comprendre, tu vois. Ça veut dire, c'est tout, tu vois, et tu vois, et faire comme ça. Tu vois, comment j'avance, tu vois, cette histoire, tu vois, c'est comme un ordinateur, c'est pas un être humain, donc ça va fondamentalement se tromper en réalité. Tu vois, c'est quand tu vas lui poser des questions, ça veut dire qu'ils sont liés à l'humain. C'est parce qu'il n'est pas humain. C'est justement pour ça que c'est tout. Il peut réfléchir, ça veut dire, c'est pour ça que c'est artificiel. Et c'est pour ça que fondamentalement, il peut pas comprendre. Tu vois, c'est tout. C'est intéressant. Je vais raconter après l'histoire. Quand tu arrives, peut-être je vais raconter, parce qu'il y aura plus de temps pour. Ouais, bon avance, tu vois, 2 secondes. Ok, donc, Avalama, ok, donc c'est ce qui est ça à l'arrêt. Donc il dit, donc je reprends à partir. Avalama Marazé ou Misad Achorma, car Hacham Ratza les cachets à l'arrêt, c'est la Metsiout, les machines Minatachtonim les Gamré. Donc il a voulu montrer comment est-ce qu'il a voulu relier la terre, qui est la fin de l'existence, avec la chose qui est la plus, on va dire, qui est la chose on va dire la plus basse, on va dire, au niveau de la matière. Car Mekacher Ta'aretz Der Peulot Asher Amit Kashrim. Donc c'est pour ça que le tzaddik, en fait, par ses actions, n'importe quel juif ou n'importe quelle personne qui fait la bonne chose, en fait, donc il relie le monde à travers des intermédiaires, il est relié à Hachem, à l'unité d'Hachem, tu vois, à travers des intermédiaires qui sont liés les uns avec les autres. Bene Amar Shaaretz Omedet Ala Amudim, donc c'est pour ça qu'il a dit que la terre, elle tient sur des colonnes, Vamesodé Aretz, qui sont la base de la terre, Hacha Yodé Ala Mevinim, quand on comprend, pour ceux qui comprennent, donc c'est ce qui donne, on va dire, une sorte d'existence, on va dire, stable au monde. Vamoudim et Kashkim à la Maïm, et les colonnes, elles sont liées sur l'eau. Et donc l'eau, c'est la Torah, c'est ce qu'il avait dit avant. Au Vazé Mitkaim Anetzach, et c'est grâce à ça qu'il y a une sorte d'éternité
donc par les mitzvot, il y a vraiment une sorte de stabilité éternelle qui est donnée au monde par rapport à l'accomplissement des mitzvot. Maïm Abdim Alarim, et donc voilà, elle revient sur cette histoire que l'eau elle est sur les montagnes qui sont les patriarches, c'est l'Omar Shem Mitalim El Yamin. Je sais pas ce qu'il veut dire avec ça, mais on a dit que c'est là qui monte sur Yamin, sur la droite, Shiromema, qui est la gauche, qui est surélève, comme Arareel, comme on dit les montagnes d'Hachem, Ve'arim Abdim Alarouach, et les montagnes ils tiennent sur le souffle, Uruach Elohim, qui est le souffle divin, Ve'aruach Omer Asara, et le souffle il tient. On avait vu sur un grand vent, je sais pas, mais quoi, Hagvora, qui vient de la puissance. Donc, il veut dire, en fait, tout ça, il veut dire, je sais pas, lui, il parle il parle de trucs de sphiroth, puisqu'on a l'impression qu'il veut dire que l'eau, c'est lié à la main droite, au chesed, et il veut dire, en fait, que le ruach, ça serait quelque chose, à mon avis, comme il dit, c'est ruach elokim, ce serait quelque chose qui serait lié à un intermédiaire entre le chesed et la gvora, comme la tiferet, et que, tu vois, mais ensuite, que la tiferet, qui est donc un intermédiaire entre la magnanimité, le chesed et la gvura, ça tient sur la gvura. Et que la gvura elle-même, elle tient sur les zéros, qui est en fait, qui est, tu vois, ça veut dire zéro chez la Kadosh Baruch Hu Bekamia. Donc ça veut dire elle est sur le bras gauche d'Hachem, qui est comme les téphilines. Donc ça veut dire, voilà, le monde, il existe, tu vois, ça veut dire. C'est clair qu'il y a toujours un lien entre l'univers et les téphilines. Toujours, tu vois, surtout peu importe, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, ce qu'on te dit, si on dit, voilà, le monde, il tient sur les bras gauche d'Akadosh Baruch, sur la Gvura, qui est sur le bras gauche d'Hachem, et qu'en fait, c'est cette Gvura, et c'est sur ça que tout le monde, en fait, il repose, puisque la Gvura, elle tient sur la Tiferet, tu vois, ça veut dire qui sont considérées comme les montagnes sur le Chesed, qui sont liées avec l'eau, etc., et l'eau qui tient sur la Torah, etc. Mais il veut dire, à la base, en fait, si tu veux, la base de tout, c'est les tefilines. Tu vois, c'est comme si Hachem, tu vois, c'est l'univers, en fait, il tient sur les tefilines d'Hachem. Tu vois, maintenant, tu vois, tout ça, c'est des trucs de Kabbalah, parce qu'il est sphiroth en réalité de tout ça, tu vois, comme on a vu, la Midad Yesod, de Netzach, de Gvura, etc. Il n'a pas parlé de gloire ni rien, mais enfin, voilà. Mais d'abord, mes voix, le Cholish Veder Horma. Donc, et ça, c'est connu à tous ceux qui connaissent la sagesse, la sagesse de la Kabbalah, puisque c'est comme ça en fait que quand on part du bas vers le haut, ça veut dire grosso modo, enfin plutôt du haut vers le bas, quand Hachem il se dévoile dans le monde, c'est à travers ces sphirotes que Hachem il se dévoile dans le monde, à travers ces intermédiaires, on va dire dans une sorte d'ordre, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, mais voilà. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même il est celui qui fait tenir en fait tous ces intermédiaires. Le Kol des Sifrei Horma et Lama, et tout ça c'est des secrets de la sagesse cachée. Voilà, peu importe ce que ça veut dire, tu vois. Grosso modo, tu vois, c'est difficile à comprendre c'est quoi l'histoire des sphirotes, mais whatever, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est très compliqué. Ça veut dire, je sais pas, c'est très difficile à comprendre c'est quoi l'histoire des sphirotes. Mais tu vois, c'est comme si en fait il y aurait un système nécessaire. Tu vois, ça veut dire dans la manière dont Hachem il peut se dévoiler dans le monde. Que c'est pas, ça veut dire un truc comme ça. Ça veut dire c'est pas entièrement aléatoire. Et en fait, on a l'impression aussi, moi je pense, ouais, c'est une manière en fait de couper l'aléatoire. On a l'impression en fait, ça veut dire pour moi. Tu vois, ça veut dire, pour moi, la manière que je vois ça, je sais pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, enfin, un petit peu, tu vois, je dis ce que je dis, je sais pas du tout, je suis pas du tout arrivé à comprendre des choses, c'est ce qui me sort maintenant dans la tête, mais c'est-à-dire que, tu vois, dans le Sefer Yetzira, dans le livre de Yetzira, ça commence évidemment par cette phrase qui est très connue, que le monde, il a été créé par trois choses, tu vois, par Sefer, Bessifour, Safar, que ça peut être, ou Sefer, que ça peut être vraiment lié, traduit de plein de manières, mais ça peut vouloir dire par le nombre, par le récit, et même on peut dire par le coiffeur ou par le livre, mais ça veut dire que tu vois, ce que ça voudrait dire, tu vois, à mon avis,
Tu vois ce que ça voudrait dire? C'est comme si, en fait, tu vois, ça veut dire, parce que moi, si on parle de l'histoire du coiffeur, tu vois, c'est que tu vois, que ça peut paraître bizarre de partir de là, mais en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, si on parle de l'histoire du coiffeur, c'est que quand on dit, par exemple, sur Esav, que c'était en fait un type qui avait plein de cheveux, tu vois. Et, et ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que Esav, il avait plein de cheveux et que Jacob, il était lisse? Ça veut dire, en fait, tu vois, que quelque chose, quand tu prends un tissu qui a des cheveux, ça veut dire, ça peut attraper toutes les poussières. Tu vois, si tu veux, en fait, faire du ménage, en fait, il faut prendre, tu vois, des trucs qui ont des microfibres et des machins comme ça, parce que ça attrape toutes les merdes. C'est-à-dire toutes les poussières, etc., ça les attrape. Quand quelque chose, tu prends un tissu qui est lisse, en fait, il attrape rien. Quand tu le passes, etc., ça attrape très peu de poussière, ni rien. Plus le truc, en fait, il a des cheveux, il va attraper des choses. Et grosso modo, on dit, tu vois, que Esav, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est que quand il avait des cheveux, ça veut dire, en fait, il était, comme c'est un homme qui sortait dans les champs. Donc, en fait, si tu veux, il était sujet à attraper toutes les influences extérieures. Ça veut dire que bien qu'il y a une mitzvah, ça veut dire de travailler dans les champs, ça veut dire de faire, comme on a vu, une action extérieure, tu vois, comme on a dit qu'il y a les mitzvot, etc., qui sont dans l'action elle-même. Et qu'à ce moment-là, tu vois, c'est l'action elle-même qui rapproche Hachem du monde, tu vois, quand on met les tefilines, quand on fait Shabbat, quand on prend le lulav, etc. Mais du fait que c'est une action extérieure, en fait, ça a des cheveux, ça veut dire dans le sens où ça veut dire, ça peut, comme c'est quelque chose, en fait, qui est, tu vois, qui est à l'extérieur, qui est pas dans le monde de la spiritualité pure ou de la pensée, etc. Ça peut, en fait, si tu veux, attirer à soi des forces impures, tu vois, des choses extérieures qui vont avoir besoin ensuite, si tu veux, d'une purification, tu vois. Et à mon avis, tu vois, c'est ça le sens, tu vois, que le monde il a été créé avec un coiffeur. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire qu'Hachem, il a eu besoin, si tu veux, de couper, si tu veux, cette propension qu'il y avait quand il a créé le monde, si tu veux, à tirer des choses extérieures, si tu veux, des choses, tu vois. Et à mon avis, mais tout ça, et c'est quand il dit avec le récit, avec le conte, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est l'aléatoire, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il a fallu, tu vois, c'est quand Hachem, il a créé le monde, en fait, il y avait une possibilité d'aléatoire, en fait, hyper grande. Et qu'en fait, tu vois, donc ça pouvait attraper, en fait, si tu veux, plein de choses extérieures. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu un sens ou qui aurait continué le chaos, etc. Et c'est comme si Hachem, il a dû, en fait, c'est la première, ça veut dire la création du monde, en fait, et le dévoilement de l'unité d'Hachem dans le monde, elle vient justement tu vois, par la création d'un récit et d'un conte, tu vois, quelque chose comme ça. Et à mon avis, tu vois, les sphirotes dont il est question, quand on parle des ordres, tu vois, des sphirotes de ces sphères de Netzach, ça veut dire éternité ou victoire, ou Rachamim, ou Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod, tout ça. En fait, ça veut dire, c'est comme si tu veux, c'est des choses, c'est des ordres, des concepts, ou ce qu'on peut dire des choses, tu vois, ça veut dire, peu importe ce que c'est, ça veut dire des concepts agents, on va dire, en fait, qui limitent, en fait, qui limitent les possibilités aléatoires du monde, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est un ordre et ça suit, tu vois, toujours organisé. C'est-à-dire que cette organisation, elle permet en fait que le côté aléatoire du monde qui normalement aurait dû être inhérent à la matière, tu vois, de le limiter quelque part, tu vois, de le structurer pour lui donner en fait une sorte, tu vois, que ça ne retourne pas à zéro, quoi. Non, tu vois que ça revient, tu vois que ça part à Armageddon à la fin, quoi. C'est ça l'histoire. Ça veut dire que ça se termine pas tu vois, par un gros apocalypse. Tu vois, c'est que le Yesod, ça veut dire ces sphirotes, elles font que, comme il y a une organisation quelque part, ça limite, il y a une sorte d'aléatoire, etc., qui est inhérent, en fait, à la création de l'espace-temps ou de la matière. En fait, il est limité, tu vois, par le récit ou par le conte, et que c'est ça les sphirotes, et que, donc, il y a une organisation nécessaire en tout cas qu'on va retrouver partout et qui est un intermédiaire, tu vois, qui est le premier intermédiaire de la connexion d'Hachem avec le monde, si tu veux. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, dans la Kabbalah, ils vont interpréter toutes les prières, toutes les mitzvot à travers les sphirotes, quoi, un truc comme ça, tu vois. Parce que ça doit être lié, en fait, à cette organisation qui limite, en fait, si tu veux, le côté aléatoire qu'il y aurait, tu vois, dans le monde, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois, j'avance, tu vois, j'espère qu'on peut finir. Ça a vachement traîné. Voilà, j'arrive pas à croire. J'en ai pire qu'avec tu vois, on va quand même essayer. Attends, je vais essayer encore, j'essaie un petit peu. Je sais, on va pas faire finir, mais je vais essayer quand même d'avancer. Jusqu'à et demi, j'arrête à et demi. Ok, j'essaie d'avancer. Je sais pas quelle heure il est en plus. Ok, on est d'accord. Alright, j'avance jusqu'à et demi.
Ok, donc j'imagine que c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Bref, donc j'avance. Le Hachamim Amorim, les sages disent, Ayudbet Amoudim, donc il revient maintenant à expliquer le Mahamar encore une deuxième fois. Le Hachamim Amorim Ayudbet Amoudim, c'est-à-dire sur 12 colonnes. Ogvul al-Ersonim, donc lui il veut dire que c'est les 12, comment dire, c'est quand on calcule les diagonales. J'imagine quand tu prends un carré, que tu fais toutes les diagonales possibles, tu en arrives à 12, j'imagine, je pense. Je ne sais pas si c'est vrai, si tu fais les diagonales entre, ça veut dire de chaque côté du carré ou d'un cube, et après ça, tu fais des diagonales qui vont au milieu, tu vois. Tu n'arrives pas à 12, tu arrives à quoi? Tu arrives à plus, hein, parce que déjà, tu en as deux par côté, après, ça fait 2 fois 4, 8. Ah, bon? Et 8. 8 non, plus les 4 côtés, ça fait 12 si tu veux, mais bon. Ouais, non, parce que tu prends celles qui sont super, tu vois que les diagonales qui sont dans le carré, tu vois, qui rentrent dans le machin. Ah, ouais, si tu comptes les côtés, ça fait 12. J'ai du mal à appeler ça une diagonale, mais ouais. Il y a 2 diagonales dans un carré. Il y a combien? 2. Il y en a 2. Oui, 2 par côté, mais si tu parles d'un cube. Je ne parle pas d'un carré, je parle d'un cube. Ah, d'un cube. Ouais. Ah oui, alors là, oui. Non, oui, 6 faces, donc 2 par côté, ça fait 12, oui. Bon, alors voilà, c'est bien. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, donc, c'est les 12 diagonales d'un cube. Donc, c'est ça ce qui veut dire le monde. Que c'est 12 parties, en fait, c'est des parties de. C'est des chilouké à Geshem, c'est des séparations dans la matière. Ça veut dire, donc là, il va expliquer maintenant, on va voir. C'est bien qu'on fait ça, on va voir si on arrive à finir ça, sinon on reprend la semaine prochaine. Ça veut dire parce que le monde, donc en fait, il est séparé. Donc il va expliquer comment ça marche les 12 diagonales. Donc il y a 6 dimensions dans le monde matériel. Amala les mata, ça serait déjà le haut et le bas. L'arba, Ziadim et les 4 côtés. Shem Mizrach, Marav, Darom, Safon, qui sont l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Ça fait 6. Velou, Shisha, Ziadim, Yeshlem, Shnem, Asar, Gboulé, Alersonim. Et ces 6 côtés, en fait, tu peux en faire 12 diagonales. Alors maintenant, il va les dire. Shem Givul, Mizrachit, Koomit. Ça veut dire la direction de l'Est vers le haut. Gul Mizrachit, Tartit, la direction de l'Est vers le bas. Gul Deromit, Koomit. Ça veut dire la direction du sud vers le haut. Gul Deromit, Tartit, la direction du sud vers le bas. Gul Maravit, Komit, la direction de l'ouest vers le haut. Gul Maravit, Tartit, la direction de l'ouest vers le bas. Gul Sephonit, Komit, la direction du nord vers le haut. Gul Sephonit, Tartit, la direction du nord vers le bas. Gul Mizrachit, Dromit, ok. Donc maintenant, Gul, là ça devient compliqué. Là on en est à combien? On en est à 8. Maintenant, là on va commencer à truquer. Parce que je sais que le Ramban, il a quand même fait un dessin. C'est tout un truc dans les Mekoubalim, ils sont complètement. On va essayer de voir si on peut comprendre cette fois-ci. Donc maintenant on en est déjà à 8. Donc on est bien. Maintenant, la Gvul Mizrachit Deromit, ça veut dire donc c'est la diagonale qui va de l'est au sud. Ouais, c'est possible. Ouais, ok, on va dire. Ouais, mais si tu es dans un carré, tu fais dans un cube, quoi, et tu fais la diagonale qui va de l'est au sud. Pourquoi pas? La Gvul Deromit Maravit. C'est vraiment une vraie diagonale, parce qu'une diagonale, ça va d'un point le plus distant à un autre point le plus distant. C'est-à-dire que là, si on va du sud à l'est, c'est un coin, non? Oui, c'est ça, mais c'est un diagonale, normalement, c'est ça. Ah, diagonale, d'accord, une petite diagonale. Ça veut dire dans les extrémités, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. Ok, ça veut dire, voilà, ok, on va prendre son mot pour l'instant, on va voir ce qu'il dit. C'est sûr que les autres, c'est les 8 autres qui sont pas vraiment des diagonales, quoi. C'est du nord, c'est de l'est vers le haut, vers le bas, c'est pas vraiment des diagonales. C'est des lignes droites, tu vois. Mais bon, c'est surtout, c'est les 8 premières qui sont pas bizarrement des diagonales. On va voir, mais par contre, celle-là, elle a l'air de marcher, tu vois. Ça veut dire Deromit Maravit, ça c'est une diagonale. Givud Maravit, c'est Phonite, ça fait une autre diagonale. Et maintenant, donc, ok, j'en vois 2 maintenant, quand il regarde, c'est Phonite Mizrachit. Ouais, c'est des fausses diagonales. C'est-à-dire, si tu fais du milieu, quoi, grosso modo, si tu pars du milieu. Si tu pars du milieu et tu vas du nord vers l'est, vous le déroulez. Parce que pour moi, c'est ça. Parce qu'à mon avis, si tu pars du milieu, tu peux pas aller du nord vers l'est.
Ouais, non, c'est ça. Donc, ça veut dire, non, ok, je commence. En fait, c'est comme. Il faut aller au nord-est. Moi, ça fait 10. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'il en fait 4, tu vois, diagonales. Je ne vois pas comment de 4 points cardinaux, tu peux ensuite sortir 4 diagonales. Tu peux en sortir techniquement que 2, je veux dire. Si, il y a 8. Les 8, il les a mis sur les côtés. Lui, il les a mis 8 sur les côtés. Il a mis 8, lui, il a dit Est, il a dit tu prends Est, tu as Nord et il appelle une diagonale Est vers le haut, vers le bas. Il dit ça fait 2. Ouest vers le haut, vers le bas, ça fait 2. C'est ce qu'il dit, hein. Tu vois, ça veut dire Gevul Domit Gomit, Gevul Domit Tartit, c'est quand tu regardes. Et lui, dans tous les cas, je ne sais pas comment il appelle ça des diagonales, mais en tous les cas, peu importe si ce sont des diagonales ou pas, en tous les cas, on voit de quoi il parle. Ça veut dire, en cas, tu vois, ça fait, il dit sur chaque 4 côtés, tu en as 2. Ok, ça fait 8. Et après ça, après, tu n'en as plus que 2, tu vois. Je ne sais pas, lui, il en trouve encore 4. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fait. Ah, 4, ah, aussi, tu peux. Ah, oui, d'accord, j'ai compris en faisant comme ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire, ouais, tu en trouves 4 si jamais tu pars vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Ok, d'accord. Ouais, non, je comprends, c'est ça. C'est si tu prends la hauteur, en fait, tu peux en faire 4. Tu peux en faire 4. Dans le cube, tu en fais 4. Il y a des 4 coins, comme il y en a en fait, comme il y a la hauteur, donc ça fait 2, voilà. Même plus, en fait. Parce que si tu fais sur une surface plane, en fait, tu pourrais déjà en avoir, bien plus, en fait. Parce que si tu restes, ta celle, tu vois, si tu as les 4 que tu as dit, tu vois, où ça fait comme ça, tu vois, ça veut dire sur les 4 coins, mais en plus, si tu regardes sur le plat, en fait, tu en as une en haut, une en bas, quoi, en plus, tu vois. 2 en haut, 2 en bas, en fait. Ouais, il compte pas celle-là, quoi. Ça veut dire, ok, d'accord, ok. En tout cas, c'est comme ça qu'il arrive à 12. Il dit Goul de Omid Maravit, Goul Maravit Séphonite. Ouais, c'est ça, parce qu'il fait compter le nord et le sud, ouais. Goul Séphonite Mizrahit. Mais comme il dit, il faut dire, comme il a dit Sylvain aussi, qu'on va d'après le plus loin, quoi. C'est pour ça qu'il ne compte pas les plats, il ne compte pas ceux qui sont à plat. Ok, donc ça veut dire, en fait. Ouais, ok. Ça veut dire qu'il envoie dans 6 côtés. Et ça veut dire qu'il envoie chaque côté, il a haut et bas, ça fait 8. Et ensuite, tu fais les diagonales entre les coins, sans compter celles qui sont plates, quoi. Et là, tu arrives à 12. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ouais, ça, c'est tout. Tu vois, donc il dit, ok, c'est pour ça, en fait, que la Terre elle a 12 colonnes qui correspondront, en fait, à 12 dimensions quand tu vas calculer un espace. Parce que par rapport à toutes on va dire, ces dimensions, on va dire, on va dire le mot boule comme ça, ces dimensions qu'il y a à chaque matière, à chaque que chaque matière, elle est divisée par ces 12 dimensions, chez un basé, qui n'y a pas l'un dans l'autre, et que chacune, en fait, elle existe par elle-même, par le fait qu'il a un lien avec quelque chose qui est en haut. Ok. J'imagine, dire, parce que c'est ce qui unifie toutes ces dimensions qui normalement ne devraient pas être unifiées, un truc comme ça. Ok. Le cas c'est pour ça qu'on dit que la Terre elle a 12 colonnes. C'est le marque ça veut dire que la Terre, c'est à travers toutes ces dimensions, elle a 12 dimensions, 12 aspects à considérer. Dans tous ces cas, dans tous ces 12 aspects, elle a une connexion avec l'unité d'Hachem. Le cas Hamar Akadouf, c'est pour ça que le verset dit Yatsev Gevulot Amim le Mispar Ben Israël, il fait tenir les frontières des nations par rapport au nombre des enfants d'Israël. C'est le marche au Matsif Gevulot Amim, ça veut dire il donne une structure ou une stabilité c'est-à-dire aux nations, ça veut dire aux frontières des nations, Shem Gvulé à l'Arsener Olam, qui sont en fait les frontières des diagonales du monde. Le Misbar Ben Israël, par rapport au nombre des enfants d'Israël, Shem Yudbet, qui sont 12. C'est un truc que je vois super bizarre, mais je sais que le Ramban, tous les kabbalistes, ils en parlent de ce truc-là. Tu vois, je sais pas exactement, tu vois. Ouais, tu vois, ouais, je sais pas. Tu vois, je veux dire, je me dis, après, on s'arrête ici et on reprend la semaine d'après comme tu veux, comme vous voulez. Hein. Je peux continuer, pour moi, c'est pas Shabbat, mais c'est pour vous. C'est mon hasard, ok. Ok, voilà, alors Shabbat Shalom, et on verra la semaine prochaine. Ouais, j'ai rien compris au dernier passage, hein, mais on refera. Comment
rien compris au dernier passage. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est super bizarre ce qu'il va avec ça. Je sais qu'en fait, le Ramban, il en parle. Je vais essayer, bien aider à chaque fois que je dis ça, de faire la recherche, j'en fais jamais, mais j'essaierai de faire. Alors, j'ai des références sur ça. Je sais qu'il y a des références sur ça qui permettraient de comprendre mieux. Ouais. Je vous laisse tranquille. En tout cas, merci pour tout. Et voilà. À bientôt. Shabbat shalom, à bientôt.